Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 34e épisode de la saison 7 de Vue du banc. Un épisode enregistré à chaud dans la foulée de cette première journée des quarts de finale retour de Ligue des Champions. La victoire 1-0 de Porto sur la pelouse de Chelsea, en tout cas à l'extérieur puisque ça se jouait à Séville qui ne permet pas aux Portugais de se qualifier. C'est Chelsea qui va en demi-finale et dans l'autre match, celui que l'on va évoquer ce soir. Là aussi, une victoire pour du beurre à l'extérieur, la victoire du Bayern 1-0 là sur la pelouse du PSG, mais le Paris Saint-Germain qui se qualifie. Pour parler de tout ça, mes deux acolytes, Florent Tognuti et Raphaël Cosmidis, les tauliers de Coparena. Salut Florent. Salut Christophe. Et salut Raphaël. Bonsoir messieurs. Raphaël, comment est-ce que ça va après cette qualification parisienne? Comment est-ce que tu as vécu ça? Je te sollicite en premier parce qu'on sait qu'il y a toujours un petit fond de supporterisme parisien qui dort chez toi. Est-ce que ça a réveillé quelque chose? Est-ce que tu as suivi ça avec plus de passion que d'habitude? Quel est ton état mental et psychologique et émotionnel à 23h29? Apaisé. Apaisé parce que on va développer un peu tout ça, mais finalement le PSG fait un match qui aurait dû lui permettre de ne pas subir ces quelques dernières minutes et de ne pas souffrir jusqu'à la 94e. Tu te crées assez d'occasions pour te ranger tranquillement et penser aux demi-finales plus tôt. Puis finalement ça tient sur des séquences un peu ric-rac en fin de match. Donc il y a eu quand même cette peur pendant 5-10 minutes de se dire « Oula, ils vont refaire le coup » de se faire éliminer à domicile sur un but en fin de match, comme contre Manchester. Faut pas parler de remontada, ça n'avait rien à voir, même s'ils étaient éliminés là. Mais non, apaisé, et puis plutôt satisfait de voir une performance collective qui est sans doute meilleure que celle de l'aller, au moins sur 60-65 minutes. Parce que c'est vrai qu'à un moment, la cote de la tête de Javi Martinez sur un centre de Benjamin Pavard ou de David Alaba était, je pense, assez intéressante si tu restais dans la logique de lose qui a longtemps accompagné le PSG. Florent, avant qu'on développe, quel est ton premier sentiment sur ce match? Est-ce que tu as passé une bonne soirée? Je t'avoue que moi, j'ai eu un peu de mal à m'emballer pour diverses raisons. Parce que le Bayern n'a pas forcément appliqué le plan de jeu que j'attendais de lui. Et deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup d'individualités qui m'ont déçu. Et qu'en gros, les meilleurs, j'ai l'impression que c'est genre les Neymar, les Mbappé ou autres, en tout cas sur le plan offensif, et qu'elles n'ont pas été bonnes à la finition. Donc du coup, j'avais l'impression qu'il y a un sentiment de trop peu, un peu sur pas mal de domaines. Je sais pas si toi, t'as passé une bonne soirée ou pas devant ce match. En fait, on a passé une soirée très très différente de la semaine dernière, où il y avait eu c'était un match qui s'était disputé sur un rythme très élevé et une très haute intensité. Alors le PSG s'en était sorti avec un sacré hold-up avec la victoire. Néanmoins, d'un côté comme de l'autre, il y avait beaucoup d'intensité, un Bayern qui pressait énormément et un PSG qui, lorsqu'il sortait de la pression, réussissait à être dangereux. Donc je crois qu'on avait fini le match avec 6 grosses occasions Bayern, 4 grosses occasions PSG ou quelque chose comme ça, dans mon souvenir. Et bon, je vais pas rappeler les expected goals, mais un Bayern aux alentours des 3 et un PSG à 1,5 et quelques, je crois, pour un score final 3-2 pour les Parisiens. Et là, en fait, on a eu en première mi-temps un PSG qui a eu le même nombre de grosses occasions sur une mi-temps, avec Neymar en particulier, mais en face, un Bayern qui n'a pas du tout mis la même intensité. Donc, j'en serais presque à dire qu'en l'espace d'une semaine, ce qui s'est passé à l'aller a laissé beaucoup plus de traces, j'ai l'impression, dans les têtes côté bavarois, que ce que leur déclaration d'après-match laissait entendre quand Flick disait quand Müller disait si ça finit à 6-3 c'est le même match mais on n'a pas la même lecture, et en gros il laissait entendre qu'ils allaient jouer de la même manière. Le fait est que quand tu vois la performance du Bayern et l'intensité mise dans les premières minutes de la rencontre notamment, tu ne peux pas te dire que le Bayern est rentré sur la pelouse du Parc des Princes avec l'idée de faire la même chose qu'il y a une semaine. Raphaël, est-ce que ce match retour légitime le plan du Bayern à l'aller? Parce que pour moi, oui, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le Bayern doit gagner l'aller et doit perdre le match retour. Et du coup, son côté
très radical de l'aller qui lui offrait beaucoup de situations, mais lui en faisait concéder pas mal, en tout cas quelques-unes, mais qui étaient très nettes. J'ai l'impression qu'en fait le Bayern a concédé autant sur ce match-là en étant moins radical, mais en s'en créant beaucoup moins. Donc du coup, tu te dis cette forme d'entre-deux était peut-être pas forcément pertinente, même si voilà, tu peux jamais totalement transposer un match sur l'autre parce que les états de forme, notamment de Neymar, est pas exactement le même que sur le match aller. Ouais, ils ont même concédé plus d'occasions au retour qu'à l'aller, je trouve. En tout cas, Oui. alors il y a d'autres explications que juste le plan du Bayern, hein. Il y a des retours côté parisien, notamment celui de Paredes, dont on reparlera, qui a beaucoup apporté avec ballon. Je sais pas si ça légitime le plan de l'aller, mais par contre, ça aurait légitimé le fait de garder le même plan qu'à l'aller au match retour, puisque de toute façon, tu devais marquer au moins 2 buts, voire 3, en espérant être plus efficace que le PSG, parce que tu savais que tu allais concéder des occasions, surtout avec cette idée de toujours essayer de couper cette profondeur, soit en pressant très haut, soit en jouant le hors-jeu de manière assez courageuse et parfois limite inconsciente, comme l'a fait un moment Boateng, mais ça a marché sur un appel de Mbappé en deuxième période. Mais c'est ça qui m'a le plus étonné finalement. Alors je sais, moi bon, forcément tu le dis, il y a mon côté un peu supporter du PSG qui revient dans les grands moments. Je vais peut-être me faire taper dessus pour ça, mais qui fait que du coup j'ai vécu le match avec peut-être un peu plus d'émotion et de tension que toi, Christophe, mais j'ai trouvé que c'était à la fois l'aller et le retour, des vrais matchs de Ligue des Champions quand même. Contrairement à certains autres matchs qu'on a vécu cette saison, et je pense notamment au Real Liverpool, où le Liverpool a été niveau franchement deuxième moitié de tableau Première Ligue, et encore. Là j'ai trouvé sur l'ensemble des deux matchs qu'il y avait à la fois la qualité technique et une tension tactique qui faisait que tu te sentais en quart de finale de Ligue des Champions. C'était pas forcément des matchs d'énorme qualité collective comme on a pu connaître en Ligue des Champions il y a 2, 3, 4 ans. Mais il y avait à la fois des joueurs immenses qui ont sorti des performances immenses et on aura le temps de les développer. Mais quand même, on était en quart de Ligue des Champions et on l'a senti. Malgré l'absence de supporters, malgré le contexte Covid. Je trouve que là-dessus, ça a été plutôt sympa. Et ouais, sur le plan de jeu du Bayern, je suis un peu surpris parce que. Et d'ailleurs, je regardais les XG. Je sais pas, est-ce que vous êtes capable de me les donner, les expected goals sur ce match? Non, de les deviner, pardon, je précise, Flo, parce que du coup, tu es allé les voir. Mais Christophe, il les a pas encore vus, peut-être. Est-ce que tu es capable d'évaluer comme ça avec dirais alors, sachant que j'ai raté un tout petit bout du match, j'allais y venir après, je dirais 1-6 pour le Bayern et 2-5 pour Paris. Bon, t'es dans l'idée que le PSG est au-dessus, l'écart est pas aussi énorme. Là, sur XG Philosophie, c'était 1,8 voire 1,9 pour le PSG et 1,5 pour le Bayern. Je crois que c'est ça. Je sais pas si Flo, t'as les mêmes chiffres. Ouais, c'est pareil sur Infogol, c'est 1,86 Paris, 1,46 Bayern. Mais il faut noter une chose, c'est que sur le 1,46 du Bayern, je crois qu'il y en a quasiment la moitié, c'est le but en fait. Puisqu'il y a la première tentative d'Alaba, plus Choupeau qui la met au fond. Donc ça veut dire qu'au-delà de cette action, je pense que le Bayern est à 0,7, 0,8 sur l'ensemble du reste de la rencontre, sur les 89 autres minutes de jeu. Ouais. Ok, alors que mon chien est en train d'essayer de parler dans le micro, écarte-toi. Non mais oui, c'est ça qui m'a un peu plus étonné, c'est que le Bayern ne reprenne pas la même idée. Genre, en fait, j'aurais compris que les deux plans s'inversent, c'est-à-dire que le plan de l'aller soit le plan au retour, et que le plan du retour soit le plan à l'aller, pour limite ne pas encaisser autant de buts à domicile, et à l'extérieur, par contre, enflammer, parce que tu sais que quand tu marques 1 ou 2 buts à l'extérieur, ça peut aller vite. C'est ça qui m'a, a posteriori, hein, c'est facile à dire, et on aurait été à la place de flic, je suis pas sûr qu'on aurait fait autre chose. Surtout que le Barça a fait l'inverse en fait. Donc c'est vrai que tu vois, le Barça était dans cet entre-deux à l'aller et a poussé au retour. Au final, ça lui a pas servi non plus. Donc t'as même pas cet exemple de l'équipe qui est plus prudente à l'aller qui réussit quoi. Ouais, après le Barça avait d'autres problèmes, mais c'est vrai que en tout cas, alors le plan du Bayern aurait quand même pu marcher, hein, parce que finalement ils arrivent à un moment du match à 1-0 à la 80e où tu dis bon bah ça y est, on a les 10 minutes, on va pouvoir pousser, le PSG va naturellement se retrancher et tu vas voir ces occasions-là, mais t'as pas du tout été dominateur comme tu l'étais à l'aller, et finalement on s'attendait à ce qu'il y ait une grosse fourchette de possibilités de scénario, mais sur le retour peut très bien y avoir 2-3-0 pour le PSG à la mi-temps. Oui, c'est ça. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais même au début de ton long monologue, sur le fait que toi tu avais été assez emballé, c'est vrai que tu faisais un petit peu... Voilà, tu t'es inscrit un petit peu en opposition par rapport à moi. C'est vrai que j'ai un peu de mal à rentrer dedans, mais je pense parce que j'attendais quelque chose du Bayern que je l'ai pas eu, et du coup j'ai l'impression d'avoir signé pour un film d'action et d'avoir un autre type de film, et donc du coup d'avoir un film d'action français. C'est ça, d'avoir un film d'action français, et du coup j'ai un peu rage quit de la 35e à la 45e, je suis passé sur l'autre match. Non, mais c'était pire sur l'autre match, non ? Oui, non, c'était pire. Oui, bah du coup j'ai vu un petit peu, donc je peux témoigner. T'as la bicyclette à la dernière seconde.
Mais sinon, non, je crois que le premier tir doit être à la 60e minute, le premier tir cadré du match. Il n'y avait aucun rythme, aucune intensité. Donc, la programmation et nos heures d'enregistrement font que forcément on ne pouvait pas suivre l'autre match, mais j'ai pas l'impression qu'on ait raté l'opposition du siècle. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai décroché, donc du coup j'ai raté en direct le seul but du match, ce qui est un petit peu embêtant. Florent, rentrer sur l'aspect tactique général, c'est une question qu'on se posait d'ailleurs avant d'enregistrer l'émission, de savoir si Paris avait changé des choses ou pas sur l'aspect défensif, ou si c'est simplement le plan du Bayern qui le permettait de jouer un peu, on va dire, de manière plus tranquille. Est-ce que pour toi, Paredes a changé vraiment beaucoup de choses dans les sorties de balles, dans l'animation, des choses comme ça? Est-ce que Danilo fait le même match qu'à l'aller? On va dire, si tu prends la base de 6 derrière, puisque bon, devant, je pense que les 4 ont tous été très intéressants pour faire des différences, mais sur la base défensive, qu'est-ce que tu peux dire côté parisien, voire même 7 si tu rajoutes Keylor Navas dans les buts? Ouais, Paredes a été intéressant, comme le disait Raphaël, sur les sorties de balles, par sa disponibilité, sa capacité à rapidement s'orienter dès sa première touche pour jouer très vite vers l'avant. Il a facilité certaines sorties de balles, notamment en allant dans des zones parfois compliquées, c'est des zones un peu excentrées. J'ai souvenir d'une sortie de balle où ils sont excentrés côté droit, il me semble. Et il commence à combiner, il vient en soutien, il touche, je pense qu'il doit réaliser 2-3 passes sur l'action et ça permet de ressortir la balle proprement. Ouais, il y en a une exceptionnelle où il claque une passe laser pour Dagba, qui est pas près du tout, mais la passe est tellement bonne qu'il arrive à se retourner, et en étant quasiment sur la ligne des 6 mètres. Et en plus, au-delà de ça, Paris n'a pas perdu défensivement en le mettant sur le terrain par rapport à celui qui jouait à ce poste lors du précédent match qui était Herrera, qui est rentré ensuite en cours de match. Et sur Danilo, j'ai l'impression que la charnière parisienne en fait a été, c'est même pas une impression parce que les chiffres sont là pour le montrer aussi, puisque le Bayern a centré, je crois, envoyé une dizaine de centres de moins, je crois, par rapport à l'aller, c'était plus d'une quarantaine, là ils sont aux alentours des 30. Et Danilo n'a pas été plus sollicité que lors du match aller où il avait eu beaucoup plus de centres à renvoyer. Il termine avec, je pense, 7-8 dégagements. Ouais, il est à 8 et Kimpembe est à 7. Autant, ouais, quasiment, ouais, c'est ça. Et ces deux-là ont vraiment... Le PSG a une nouvelle fois, non, parce qu'à l'aller c'était un petit peu plus laborieux, mais sur ce match-là, ils ont quand même beaucoup mieux contrôlé la surface. Et en tout cas, le volume était moindre, mais il y a eu un contrôle encore accru, je trouve, dans cette zone du terrain. Et c'est vrai que quand le Bayern envoyait des centres, finalement, on n'a pas forcément tremblé, ou en tout cas pas très longtemps. Et même sur coup de pied arrêté aussi, où à l'aller c'était beaucoup plus compliqué, là ça a été beaucoup mieux géré. Il faut dire aussi que Paris a fait moins de fautes dangereuses, je crois. Donc là déjà vous répondez à la question de Patrick Faye Andrew qui nous demandait si la perf du retour était meilleure que celle de l'aller. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, côté parisien. Oui, il suffit en quelques chiffres, 14 tirs par rapport à 31 ou si tu prends les XG où tu passes de 3 à 1,5, sachant que, comme je le disais, le 1,5 il y en a la moitié sur une seule action, c'est le but du Bayern. Paris a été largement meilleur défensivement qu'à l'aller. Paris était sans doute aussi mieux préparé et savait ce qu'il avait vécu à l'aller et a dû modifier quelques petites choses, mais c'est vrai que ça tournait plus autour de la micro-tactique et peut-être des ajustements individuels comme Dagba face à Coman qu'un véritable changement collectif, parce que globalement on a gardé, les principes collectifs étaient les mêmes côté parisien. Raphaël, est-ce que tu irais jusqu'à répondre par l'affirmative à la question de Yann qui nous demande si le PSG est en mode patron avec des joueurs responsables, une tactique claire et des schémas bien définis? C'est-à-dire à quel point c'est Paris et à quel point c'est le Bayern qui lui a facilité la tâche ou qui n'a pas su exploiter les déséquilibres qui étaient créés. Si les deux ailiers m'entendent, ils sauront de quoi je parle. Non, mais alors sur le mode patron, c'est vrai qu'on en avait parlé lors de l'épisode de la semaine dernière. Paris a des joueurs, surtout là en l'absence de Lewandowski, Paris a des joueurs déterminants, mais dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils vont décider déterminer d'une rencontre, et il n'y en a plus tellement sur le plateau de cette saison. D'ailleurs, je réfléchis à les compter là, en réfléchissant. Au Real, tu peux considérer Kroos et Modric sont quelque part déterminants, mais ils sont un peu plus bas sur le terrain. J'ai limite envie de te dire que sur la semaine précédente, c'est Vinicius qui a été un des joueurs les plus décideurs d'un match. Donc
pour dire un peu le niveau du plateau en termes de stars vraiment et de qualité individuelle. Et là, avec Neymar, Mbappé, et tu peux inclure Di Maria sur certaines séquences, tu as quand même deux joueurs qui, quel que soit l'adversaire et les possibilités qu'ils vont avoir, ils vont les transformer en d'énormes occasions assez facilement. Et encore plus pour Mbappé dans ce plan de jeu-là. Neymar, que ce soit sur transition, que ce soit sur attaque placée, tu sais qu'il peut faire de grandes choses. Je pense que là, ça lui va pas mal non plus, ce projet où tu vas avoir des espaces à attaquer et surtout un Mbappé qui va t'apporter beaucoup de mouvements. Et il y a pas beaucoup d'équipes qui finalement ont ces joueurs-là. Et c'était déjà un peu le cas lors du parcours du Final 8 en août dernier. Hein. C'est ce Neymar-là qu'on avait vu notamment contre l'Atalanta qui avait, je crois, 16 dribbles. Il me semble que c'était la stat qui nous avait marqué. 16 dribbles réussis, quelque chose comme ça. Ou 14. Et ça, c'est des stats, et en plus des stats de création au-delà de ça, que d'autres joueurs ne peuvent pas atteindre. Et ce qui, par exemple, me marque sur cette rencontre de la part du Neymar, c'est la capacité à se créer des occasions et à arriver dans la surface, ce que finalement du côté du Bayern aucun joueur n'a su faire. Je crois qu'il y a un des joueurs qui tire le plus, c'est Alaba, parce qu'il arrive en fait à l'entrée de la surface sur pas mal de centres, mais Coman, Sané, Choupo-Moting et Müller ont eu énormément de mal à se mettre en position de tir et en bonne position de tir et à être déterminant justement, alors que Neymar sur 2-3 prises de balles, une élimination, une frappe enroulée, un bon déplacement dans la surface, pareil pour Mbappé. T'as des joueurs qui sont capables de décider dans des situations parfois compliquées, en 1 contre 2, 1 contre 3, et ça c'est vrai que sur ce niveau de compétition en plus, ou peut-être que collectivement tout le monde est un peu moins fort que les années précédentes, ils prennent encore plus d'importance dans une compétition qui déjà s'appuyait beaucoup quand même sur la force de 2-3 mecs dans les deux surfaces. Florent, alors on n'y est pas encore, hein, mais est-ce que justement avoir ces mecs qui peuvent être décideurs, on va dire, sur tous les moments de l'action, c'est-à-dire que Kroos, Modric, généralement ils vont te permettre de les lancer et d'avoir beaucoup de situations exploitées pour les partenaires, mais ils seront plutôt au début de la chaîne. Neymar, Mbappé, ils peuvent être au début, au milieu, à la fin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, c'est mieux s'ils ont des relais, mais ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un pour emmener la balle du milieu de terrain jusqu'à la surface. Est-ce que d'avoir ces deux-là dans la même équipe, ça peut, maintenant que tu as éliminé le Bayern, qui était l'une des équipes les plus fortes collectivement depuis 1 an et demi, te faire de toi le favori pour cette compétition? Parce qu'en fait, si ces deux mecs-là sont au top, après, il suffit entre guillemets d'être solide défensivement et tu seras sûr d'avoir des munitions. Oui, ça. Après, le truc, c'est que c'était le cas pour le PSG lors des saisons précédentes aussi. À partir du moment où tu as les deux dans cette équipe, si tu arrives à être solide défensivement, oui, tu peux battre n'importe qui. Après, Mais genre, est-ce que les deux que tu vois ce soir, c'est les deux mêmes que tu as vus alors l'an dernier, tu as eu des blessures, etc. Mais sur les saisons précédentes, sur les moments précédents, est-ce que il y a, tu vois, là, je voyais une question où nous demandait si Mbappé avait passé un cap, si c'était l'un de ses meilleurs matchs à la passe. Il y a un moment où il fait un retour défensif. Alors je pense qu'il est marquant parce qu'on n'est pas habitué à le voir là. Donc du coup, ça frappe un petit peu plus que si c'était un Griezmann ou autre qui revient tout le temps. Mais est-ce que ces deux joueurs-là qui sont les stars, finalement, faut dire bah oui, ça a toujours été Neymar ou Mbappé, ou est-ce qu'on voit des choses un petit peu nouvelles sur, on va dire, sur le niveau maximal, parce que c'est pas ce niveau-là qu'ils affichent forcément chaque semaine en championnat. je suis vraiment pas inspiré par par cette question. Après, sur ce match en particulier, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi tout le contexte du match et toute l'histoire avec ce qui s'est passé à l'aller, etc., qui fait que ils ont atteint ce degré d'implication, notamment en fin de partie, quand il fallait justement filer des coups de main, revenir défendre, parce que Draxler commençait à se relâcher sur son côté gauche. On a vu Neymar redescendre défendre très bas, puis cette fameuse action que tu évoquais avec Neymar d'abord, puis Mbappé qui fait le retour défensif. Je crois que tu avais ce côté aussi, on est dans les dernières minutes, on est qualifié, on va faire la course en plus, le petit effort supplémentaire qui va venir aider tout le monde et nous permettre de nous tirer vers le haut. Et maintenant, est-ce que dans un autre contexte, lors de la demi-finale, à 0-0, est-ce qu'ils auront la tête à ça, à nouveau? Je sais pas. Tu vois, il y a ce côté, on a gagné. Il l'avait contre Leipzig il y a quelques mois de ça. Il l'avait en effet, c'est vrai, contre Leipzig. C'était leur meilleure performance défensive, je trouve, en tant qu'acteur, parce qu'ils étaient allés presser Leipzig, ce à quoi on s'attendait pas forcément. On espérait des replis et puis ils ont été hyper agressifs. Ouais.
Ouais, non, mais alors ils l'ont, oui. Ils vont le refaire. Désolé Flo, je voulais pas te. Non, mais après le truc c'est que sur ce match-là, enfin voilà, là on peut parler de leur performance. Néanmoins, t'as match perdu. Et si le Bayern met un deuxième but sur malentendu, qu'est-ce qu'on dit de la perf de Neymar? Bah, tu dis qu'il a pas été efficace et que t'as été remboursé de l'aller en fait. Je pense qu'on dit ça. Hein. Bah, t'aurais dit la même chose que t'aurais dit face à l'Atalanta si ça n'a pas été les 2 buts en toute fin de match, quoi. Avec Choupo, ouais. Parce Avec que l'entrée de l'Atalanta, Choupo, tu d'ailleurs. peux perdre alors que Neymar rate des occasions, mais qu'il fait exploser totalement la prise en individuel sur lui, quoi. Mais d'ailleurs, Neymar a à peu près la même occasion en finale que celle sur le poteau là qu'il met en finale contre le Bayern il y a quelques mois de ça et il la met à côté, je crois. Il décroise, enfin, je sais pas, il met un extérieur un peu trop sur le côté et elle passe à côté. Derrière, le Bayern gagne 1-0, comme ce soir d'ailleurs. Donc voilà, les circonstances étaient différentes, mais c'est vrai que on avait dit à l'aller que ça pouvait tourner dans les deux sens. C'est vrai que toutes les occasions ratées par le PSG, finalement, ça aurait pu mal tourner, un peu comme le Bayern à l'aller qui a raté énormément d'occasions par rapport à son nombre de buts. Bah, en fait, la question n'est inspirée par Florent, mais c'est vrai qu'il y a notamment Fabien Bureau qui nous parlait de l'écart entre le plafond et le plancher. Et c'est vrai que cette équipe-là, qui fait partie maintenant, bon, au-delà du fait d'être dans les 4 dernières, hein, mais des énormes favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions, a le risque de ne pas être championne. Et a dans tous les cas un total de points bien inférieur aux saisons précédentes. Et c'est vrai que là-dessus, quand tu vois de telles performances dans divers registres, hein, mais sur les retours face au Bayern, il y a quand même un côté étonnant à voir ce qui a été fait contre Lille notamment, où c'est difficile de savoir. En gros, moi, la question que je me pose, Raphaël, c'est est-ce qu'on a la garantie sur les 2 ou 3 matchs restants, selon que tu joues la finale ou pas, d'avoir ce PSG-là dans l'implication, dans le sérieux, dans tout, ou est-ce qu'il y a des choses, des limites structurelles que tu vois en Ligue 1 que tu pourrais revoir en fait? Parce que c'est un peu simpliste de dire que tout est une question de motivation, mais parfois tu te poses la question, même si encore une fois il y a la question de la forme, etc. Non, mais je crois qu'on a déjà dit dans le jeu du banc que ce PSG-là, c'est un peu les Cleveland Cavaliers de LeBron et Kyrie, mais en version foot. C'est un peu pareil. Ils défendent une fois que tu arrives en play-off, et pareil, là, c'est sauf que les play-offs, pour eux, c'est les Ligues des Champions. Moi, je suis convaincu qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions et finir quatrième en championnat parce que les deux intérêts sont pas forcément autant valorisés dans l'esprit des joueurs. Et je vois pas, en fait, pourquoi on verrait pas au moins le même niveau d'implication et d'intensité défensive et offensive lors des tours prochains en Ligue des Champions. Par contre, je suis toujours pas convaincu qu'on les verra battre les adversaires moyens qui les attendent en Ligue 1. Parce que, enfin, c'est vraiment particulier comme concept. Florent Damien, avec un pseudo avec beaucoup de chiffres que je ne vais pas tous énumérer, nous demande s'il y a une plus grande anomalie que la présence de backers dans un match avec un tel enjeu, ce qui permet de repartir un petit peu sur l'aspect défensif, sur les individualités. Il y avait la question du déséquilibre individuel, en tout cas sur d'un côté la capacité à dribbler et de l'autre la capacité à ne pas se faire dribbler entre les ailiers du Bayern et les latéraux de Paris. Comment est-ce que tu as trouvé, alors Dagba d'un côté et Diallo remplacé par Bakker à l'heure de jeu sur blessure côté parisien, est-ce que si tu laisses ces joueurs-là et qu'à la place des 2 ailiers du Bayern, tu as des joueurs qui savent bien centrer ou bien frapper en sortie de dribble, ça sera ça ton gros point qui peut un peu tout flanquer par terre? Alors plus incongru que Bakker, ça reste, parce qu'il ne faut pas non plus s'y habituer, la titularisation de Choupo-Moting en pointe en quart de finale de Ligue des Champions. Chez un favori en plus. Voilà. Mais c'est vrai que sur ce match, alors je crois que Dagba termine encore avec un nombre de tacles assez énorme. Tacles tentés, hein, non pas forcément réussis. Tacles tentés, il termine à 5 sur 7 quand même. Je crois que c'est beaucoup mieux qu'à l'aller. Il était aussi parfois bien aidé par Gay ou par Di Maria qui pouvait coulisser, voire par Edes, selon les situations. Bref. Tout ça pour dire qu'ils s'en sont plutôt bien tirés. Dagba s'en est beaucoup mieux tiré qu'à l'aller, ça c'est sûr. De l'autre côté, malheureusement, et c'est là que, même si tu as pris l'animation, je vais te laisser parler de Leroy Sané, mais tu as pris l'animation en plus pour éviter de trop en dire. C'est pour voir aussi quel est l'angle d'attaque que tu allais prendre, en sachant que dans tous les cas, il en restait pour la suite. En fait, le truc, c'est que l'un comme l'autre, Coman comme Sané,
Ils ont fait face à deux adversaires qui étaient mieux préparés, je pense, pour défendre individuellement sur eux. Je ne serais pas surpris que Dagba ait dû encaisser quelques séances vidéo pour lui remontrer ce qu'il avait fait à l'aller, ce qu'il fallait faire et pas faire face à un tel adversaire. Je pense que ça, ils y ont eu droit en préparation de ce match retour. Mais c'est vrai que ce que devait faire... je pense que les deux latéraux ont été moins impactants sur le match que les choix avec la balle des deux dribbleurs et des deux accélérateurs du Bayern, qui étaient Coman et Sané. Parce que c'est vrai que sur l'ensemble du match, par rapport à, on va dire, à la fois leur expérience et à la fois leurs résultats dans les 1 contre 1, parce que je crois que Coman fait 4 sur 8, Sané fait 7 sur 8 en termes de dribble réussi. Mais en sortie de dribble, on a pas mal parlé cette saison en parlant du Stade Rennais de Jérémy Doku, qui passait très souvent, qui est un des meilleurs dribbleurs du championnat, mais qui produisait pas grand-chose jusqu'à il y a quelques semaines. Voir qu'en quart de finale de Ligue des Champions, il y a des joueurs qui sont capables d'être aussi dominants dans le 1 contre 1 pour produire aussi peu derrière, voire même plomber certaines occasions, parce que Sané, de tête, là, en plombe 2. La première, c'est celle où il choisit de tirer de l'entrée de la surface alors qu'il peut envoyer Müller seul face à Navas. Et la deuxième, c'est en fin de match où il choisit de centrer à ras de terre dans les 6 mètres quand Moussiala... Il choisit pas, je pense, en fait, c'est le problème. Oui, ou alors il ne choisit pas. Ben vas-y, t'es lancé, Raphaël. Non, sachant que j'ai l'image sous les yeux, c'est difficile à vivre. Si ça passe. Je sais. Bah, si tu l'as, Christophe, moi je pense vraiment qu'il choisit pas, qu'il enchaîne son dribble contre Backe et que derrière il centre fort devant parce que c'est un réflexe pour les joueurs dans ces positions-là. Surtout que c'est une des dernières actions du match. Je suis pas sûr qu'ils prennent l'info sur qui se trouve dans la surface. Je sais pas. Parce qu'en fait, il y a Javi Martinez qui est au deuxième poteau. Si ça passe, la balle, ça fait un peu le centre City. Mais il n'y a pas Alaba qui est en retrait en plus. Il y a surtout Moussiala qui est seul. Oui, c'est ça. Moussiala qui est seul, ouais. Qui est seul au point de pénalty et Moussiala sur les frappes en un temps au point de pénalty. Bon, il n'y a pas un historique énorme. L'échantillon est assez faible, mais généralement ça fait but. Donc, mais je pense sincèrement j'espère pour lui qu'il vise la passe où, si cette passe-là, elle passe à côté des défenseurs, entre les jambes, je ne sais pas, ça fait but de Javi Martinez. Le problème, c'est que tu as 2 joueurs sur la trajectoire et 2 joueurs qui, sur ce match-là, les 2 centraux ont été bons et qui, justement, défendent cet espace-là, mais libèrent toutes les passes en retrait. Et c'est compliqué parce qu'en plus, Bakker est tellement hors de l'image que la prise d'un... il n'y a pas de... Tu vois, Kipembe est en soutien, mais il est loin, quoi, en fait, et il tient sa position, il n'est pas là à sortir sur lui, donc concrètement, il a une seconde et demie pour prendre l'info, ce qui est très rare dans la surface, en fait. Après, pour défendre Sané, je pense que Paredes, qui est en train de revenir, risque de couper la passe vers Moussiala sur le temps de passe. Et du coup, les options sont peut-être derrière Moussiala, les plus sûres. Mais bon, après, on dit ça, c'est tellement rapide quand tu es dans l'action. Quand tu analyses ces choix-là sur image arrêtée, ça fausse complètement la sensation quand même. Alors, je suis d'accord. Et je pense que dans l'action, c'est beaucoup plus flagrant que le choix Moussiala est évident. En fait, tu vois, par rapport au choix qu'il fait là, je viens de retrouver l'image arrêtée, là, je viens de me la remettre sous les yeux, mais il a quand même, sur le choix qu'il fait face à lui, vers les 6 mètres, il a quand même Kimpembe, Navas et Danilo sur sa route avant le premier Bavarois, qui est, je crois, Javi Martinez dans la surface. Oui, c'est ça. Alors que Moussiala, certes, tu peux dire Paredes va peut-être le reprendre et peut-être, si ça se trouve, Kimpembe peut s'étendre pour tacler. Mais je pense que tu as plus de place pour toucher Moussiala que pour toucher Javi Martinez, en fait, sur l'action. Après, il faut se dire qu'il doit faire le choix en 1000 fois moins de temps qu'on bavasse là depuis tout à l'heure. Donc, je suis d'accord sur l'idée que les ailiers munichois ont ce manque de justesse dans ces moments-là, mais ce qui me choque le plus chez eux, c'est pas forcément ça, même si c'est un problème. Mais c'est que, alors, à la fois chez Sané et peut-être encore plus chez Coman, ils sont incapables de s'ouvrir un angle de frappe dans le 1 contre 1. C'est toujours la même chose. Et on peut parler un peu du plan de jeu du Bayern qui a bien marché sur certaines séquences, mais qui en gros consistait d'une idée, c'est on va trouver Kimmich qui fait une diago pour un des 2 ailiers, et derrière 1 contre 1. Et il n'y a aucun jeu intérieur, il y a très peu de variété. Alors oui, tu fais reposer du coup ton plan de jeu sur ces mecs-là qui sont supérieurs individuellement, mais c'est ton seul circuit, ton seul moyen d'aller faire des différences dans la surface. Après, et tu peux l'expliquer par certaines absences, mais je trouve ça un peu dommage quand tu es tellement supérieur avec le ballon
avec les centres octa, avec Kimmich que tu peux utiliser un peu plus entre les lignes, avec un Müller qui est très bon pour dévier des ballons entre les lignes, de pas voir certaines séquences qu'on avait vues à l'aller d'ailleurs, où tu as trouvé des joueurs entre les lignes et ça dévie en une touche. Et après, peut-être que tu peux trouver Coman et Sané lancés directement dans la surface avec des positions de frappe. C'est à la fois lié au plan de jeu et lié aux limites individuelles de ces deux mecs-là, mais je pense qu'ils vont manger pour tout le Bayern, alors que finalement le plan de jeu repose entièrement sur leur 1 contre 1. Alors oui, déjà je pensais que Florent allait enchaîner, ça m'a un petit peu surpris. La première chose, dire que Sané a fait 2 saisons à 10 buts en championnat dans sa carrière, les 2 avec Manchester City, une équipe de Manchester qui marquait beaucoup, donc voilà, il n'a pas un historique énorme de buts marqués pour un joueur qui semble jeune mais qui a quand même déjà 25 ans, hein, donc il est quand même dans la force de l'âge. Deuxième chose, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi sur Sané, c'est-à-dire qu'effectivement, les choses vont vite, etc., et que c'est facile de critiquer vu de l'extérieur. Mais moi, en fait, c'est simplement une comparaison entre ce que je vois des autres ailiers de ce niveau-là dans la même position et lui, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est difficile, comme à peu près tout ce qui est fait sur le terrain à ce niveau de compétition. Seulement des ailiers qui font mieux que ça, j'en vois 5 ou 6 chaque semaine dans la même situation. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours un petit peu dommageable de te dire, bon, normalement, c'est censé être l'une des 3 meilleures équipes du monde. Et t'as un ailier qui est pas capable de faire ce bon choix-là à de multiples reprises, alors que quand tu passes tellement facilement, Florent donnait la stat, je crois 7 sur 8, tu peux, je vais pas dire que tu peux déjà être tourné vers la passe avant même d'avoir commencé ton dribble, mais du coup, quand c'est la 3e fois que tu fais le même, tu peux quand même au moins une fois ou deux avoir la lucidité de faire le bon geste. Mais je vais te relancer avant de repartir sur Florent, sur un aspect qui moi aussi me choque, en tout cas qui m'embête, c'est la capacité à se mettre en position de tir. J'en discutais avec Thomas Pezet qui est analyste notamment sur Twitter, et c'est vrai que je lui disais que autant Dembélé peut m'énerver sur certaines situations en sortie de dribble parce que ses tirs sont mauvais. Bon, après il est ambidextre donc c'est plus facile de tirer peu importe le côté, mais au moins il tire, quoi, il s'ouvre l'angle et tu vois à peu près la logique du dribble qui va vers l'intérieur, vers le but pour attaquer l'espace, pour pousser la balle suffisamment pour armer sa frappe. Là, j'ai l'impression que, comme Anne Sané, ça se laisse le ballon un peu dans les jambes, donc du coup, tu peux pas armer, tu es obligé de continuer à la pousser. Ou alors, justement, tu la pousses trop loin, et du coup, tu es obligé de faire un centre pour juste redresser la balle, la réorienter, mais pas frapper. Et ça m'embête, en fait, parce que comme tu disais, si tout le plan c'est ça, de les trouver, bah, ça veut dire que ces mecs-là vont faire que centrer, et vont centrer pour un numéro 9 qui n'est pas très bon pour ce niveau de compétition. Donc, Ouais, c'est-à-dire que du coup, c'est un peu illogique, en fait. Je sais plus quand on en avait parlé il y a quelques temps de ça, mais c'est le problème des. Et c'est encore plus prononcé chez Coman, des dribbles, j'appelle ça les dribbles à angle droit. C'est les dribbles à 90 degrés en fait. C'est-à-dire que Coman, quand il dribble, soit il va te déborder sur la vitesse et du coup il va centrer en retrait pied gauche parce qu'il a tellement poussé son ballon que c'est très rare qu'il puisse finir pied gauche, comme Mbappé par exemple peut le faire et l'a fait récemment contre Strasbourg. Mais c'est un but qu'il a l'habitude de marquer. L'autre fois je suis retombé l'autre jour sur la finale, le 8e Argentine-France Coupe du Monde 2018 qui était diffusé sur l'équipe et il met un but un peu similaire. Coman, ça, j'ai pas souvenir. Ça a dû arriver, hein, mais j'ai pas souvenir de Coman qui déborde, par exemple, un latéral droit et va finir pied gauche, angle fermé. Je le visualise pas. J'ai pas vu tous les buts de Coman, ça a dû arriver, mais je le visualise pas. Et quand il revient intérieur, alors de temps en temps, vraiment rarement, il arrive à s'ouvrir un angle de frappe et à un moment il le fait à 20 mètres là et le ballon part. Je sais pas où il est parti très très En loin. tribune, oui. Parce que la technique de frappe est toujours un peu bizarre chez lui. Son corps est pas équilibré, il n'y a pas d'effet, c'est un peu étrange. Et Sané, c'est un peu la même chose de l'autre côté. C'est moins prononcé quand même parce qu'il s'ouvre par exemple un bel angle de frappe quand il oublie Müller, mais c'est un bel angle de frappe. Mais tu as un peu ce souci-là des ailiers qui sont des ailiers de 1 contre 1, mais qui vont finir en ligne de sortie de but et ça va être centre en retrait. Et évidemment, si tu trouves pas ce centre en retrait, bah t'as pas tu vois, je trouve qu'ils sont très loin de la qualité d'un Sterling sur ce genre de séquence. Parce que Sterling a développé, et notamment depuis qu'il est dans ce rôle d'ailier côté gauche avec Guardiola, ce truc de revenir intérieur, de s'ouvrir un petit angle de frappe avec un petit crochet externe là, et d'enchaîner et de faire l'enroulé deuxième poteau, qui fait même très souvent maintenant. Et ça, je le vois pas chez Sané, je le vois pas chez Coman, et c'est peut-être pour ça que Sterling fait des saisons entre 15 et 20 buts, et que eux sont entre 5 et 10. Parce que les situations, ils en ont autant. Quand tu vois les situations ce soir, ils auraient pu être plus productifs.
Ça, je pense vraiment que c'est un problème individuel qui peut être corrigé, hein, ça peut être bossé. Mais après, par contre, ton plan de jeu, tu le fais quand même vachement reposer sur eux, donc tu es conscient de leurs limites aussi. Et tu les avais vus au match aller. Donc, Et par rapport à ça, cette capacité à se mettre en position de frappe, c'est là qu'il y a une énorme différence entre eux et Gnabry. oui, Ouais, j'allais Justement y venir, exceptionnel et, là-dessus. et qui peut frapper des 2 pieds d'ailleurs en plus. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres, hein, juste avant que t'enchaînes. Depuis 2016-2017, 11 buts, 10 buts, 10 buts, 12 buts, 9 buts en championnat. Sachant que l'an dernier, il met aussi 9 buts en Ligue des Champions. Donc je veux dire, c'est... Et de ces stats-là, il y en a certaines avec Offenheim en plus. Donc Oui, c'est ça. Ouais. Au début, les 2 premières saisons, c'est le Werder et Offenheim où il met 11 et 10 buts. Et c'est ça qui lui permet de relancer sa carrière, alors que voilà, c'était un ancien grand espoir qui avait du mal à percer à Arsenal. Et c'est vrai que Flo, peut-être que c'est... Alors, je ne peux pas dire que c'est plus important que Lewandowski, mais quitte à perdre 2 joueurs, fallait pas que... voire même 3 avec Goretzka, mais c'est vrai que c'était passé de là, parce que du coup, si tu perds Coman, Sané, l'un des deux, bah, au final, tu gardes... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, les forces et les faiblesses des deux se recoupent tellement qu'en fait, c'est un peu embêtant, alors que Gnabry t'apportait autre chose, et ce côté un petit peu plus Robben, on va dire, sur je rentre intérieur, je frappe, quoi. Ouais, et ne pas sous-estimer, j'en aurais parlé après, mais là, vu que tu t'as évoqué son nom, mais Goretzka, qui sur les séquences déjà à l'aller pendant la demi-heure, il est impliqué sur des situations du Bayern. C'est lui qui met une tête, qui offre la première énorme occasion à Müller, qui n'arrive pas à frapper dans les 6 mètres devant Navas. C'est lui après qui, sur un coup franc de Kimmich, met une tête en battant, je crois, Danilo au duel, et il force Navas à faire une très très grosse parade sur sa ligne. Et ça, on est dans les premières minutes, et on n'est pas encore dans une situation où le Bayern pousse comme il avait poussé en fin de match, ou pousse comme il a voulu tenter de pousser en fin de match avec l'entrée de Javi Martinez. Je pense que l'impact qu'il était capable de mettre en arrivant de plus loin dans la surface de réparation, et impact que ne peut pas mettre Kimmich évidemment, et que ne peut pas mettre David Alaba qui a pris sa place au milieu de terrain, je pense que ça a pas mal pesé, parce que voilà, la charnière, elle avait à gérer, certes, un attaquant pas forcément très talentueux, mais un gabarit à gérer malgré tout, c'était Choupeau. Et je suis pas sûr que la charnière parisienne aurait été capable de prendre un gars qui arrivait lancer avec tous ces kilos de muscles depuis un peu plus loin. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et pour compléter juste ce que vous disiez, là je viens de trouver une déclaration de Flick à l'issue de la rencontre qui est reprise dans l'équipe, donc j'imagine que c'était en zone mixte, où il dit: je pense que c'est au match aller que nous avons perdu la qualification, avec toutes les occasions que nous n'avons pas mises au fond, et le troisième but que nous encaissons était un de trop. 2-2 aurait été bien. Déjà, avoir l'entraîneur du Bayern qui dit ça aurait été bien de faire 2-2 à la maison, c'est un petit peu bizarre à lire, mais bon. Ce soir, il nous a manqué le petit coup de chance dans les dernières minutes. Et là, donc, je cite, notamment quand Leroy était en bonne position et qu'il a choisi de faire une passe au lieu de tenter sa chance. Alors, je ne sais plus laquelle c'était, celle-là, mais c'est peut-être la dernière, hein. Écoutez. Mais, Sachant qu'il y a des fois où il faisait des espèces, je sais pas si tu as eu ce sentiment-là, des espèces de tirs un peu trop croisés, ou je sais pas si c'est des centres où tu es censé couper, ou si c'était des tirs trop croisés, en fait, parce que il les prend un peu intérieur, un peu sortant. Et parfois, je me posais la question de savoir si c'était un tir ou un centre. Et du coup, je termine juste sur la déclaration de Flick qui dit: normalement, l'équipe a une énorme qualité dans les 30 derniers mètres, mais Paris a bien défendu, et comme à l'aller, nous n'avons pas été assez décisifs, il nous a manqué le dernier punch. Sur les 2 matchs, je pense que nous avons été la meilleure équipe. On a vu aujourd'hui la qualité offensive de Paris, mais je dois complimenter mon équipe, elle a été très concentrée, elle a tout essayé. Nous avons eu de la malchance avec quelques joueurs importants indisponibles, mais il faut l'accepter et féliciter Paris et accepter le résultat. Voilà, donc très fair play. Mais juste le fait de citer Leroy Sané, je pense qu'il peut avoir droit à un petit débrief lui aussi individuel. Surtout qu'alors, je sais pas si si Lothar Matthäus dit vrai, mais il a annoncé quand même à la télé allemande que Flick allait prendre la sélection allemande. Je pense que Sané va être soit coaché, soit oublié pendant un moment. Non, mais après, c'est aussi la différence. On parlait de Robben et Ribéry tout à l'heure un peu. C'est que Robben et Ribéry, tu pouvais gagner des matchs sans avoir un grand neuf, parce que si juste le mec ouvrait des angles de frappe, déjà ça créait beaucoup d'occasions. Et en plus, Ribéry, sur ces moments-là, même quand il débordait et qu'il fallait centrer pied gauche, était très 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 fort pour prendre l'information et trouver un joueur qui arrivait lancer. Et d'ailleurs, le Bayern n'avait pas de grand neuf à l'époque. Oui, c'était l'attaque. Mandzukic, Olic, etc. C'était plus des mecs travailleurs en fait. La Ligue des Champions. Quand ils vont en finale en 2012, c'est qui leur neuf? C'est Gomez?
C'est Gomez, je crois. Et en 2013, c'est Mandzukic. Il me semble, ouais. Après, c'est des bons neufs. Hein. Après, ils ont eu aussi, un peu plus tôt, ils avaient aussi du Luca Toni, je crois. Ouais, le début de périodes Ribéry, c'est Luca Toni, ouais. Il y a un peu de Klose, peut-être, qui est passé. Il y a Pizarro qui faisait toujours ses 15 matchs de championnat chaque année. Et avec Sané et Coman, tu as besoin d'un neuf qui va réussir à couper devant dans la surface, à faire des appels contre appels pour apparaître en retrait. Et c'est vrai que sur ces séquences-là, Choupo était un peu plus limité, même si il claque une déviation au moment pour Muller là, de l'extérieur du pied, qui fait un petit point à Kimpembe, extrêmement violente, très très bien joué. Mais par contre, dans la surface, pour se libérer, pour se rendre dispo, il y a très peu de séquences où c'était possible. Et j'aurais bien aimé voir un duel Danilo-Lewandowski, parce que Danilo était quand même, rien que par sa taille, à couper un bon nombre de centres premier poteau. Je pense qu'avec Lewandowski, ça aurait été sympa de voir les deux se bagarrer dans la surface. Juste avant de te lancer sur Danilo, juste une petite question. Alors je sais plus si c'est toi ou Florent qui avait fait la comparaison pendant le match, mais Tic Tac nous demande pourquoi Davis s'est transformé en Maxwell Cornet sur ce match. C'est pas toi, Christophe? Non, c'était moi. Ah, c'était toi. Canadien Maxwell Cornet, ouais. C'était ça. Juste Florent, comment est-ce qu'on explique qu'un joueur glisse tous les 3 mètres? On aurait dit un petit peu dans Parks and Recreation quand ils doivent faire le meeting sur la glace, là, mais qu'ils n'ont pas de patins. Ouais, moi j'avais Bambi sur l'étang, sur le lac gelé, ouais, en effet. Mais ouais, non, c'était très bizarre et au-delà de ses glissades, c'est surtout son match dans l'ensemble, quoi. Oui, parce qu'à la limite, si tu as un ailier moyen, mais que lui fait ailier bis, en fait, sur des phases de domination assez intenses, ça se voit moins, quoi. Là, le souci, c'est qu'en plus, tu n'as même pas le latéral gauche qui peut beaucoup apporter, mais alors que c'est un ancien ailier. Après, il y a, je vais laisser Flo, mais il y a à nouveau eu quasiment aucun dédoublement de la part des latéraux. C'est assez étonnant quand tu sais en plus que Sané et Coman ne vont pas réussir à s'ouvrir des angles de frappe. Oui, non, mais c'était assez bizarre en effet. Il y en a eu. Pavard a pris son couloir de temps en temps. Je sais plus s'il était justement utilisé par. Et c'est vrai que côté gauche, c'est plus Alaba qui est venu combiner plutôt que Davis. Et d'ailleurs, il y a eu, à partir du moment où Davis est sorti, ça a entériné le changement et Alaba est passé côté gauche et ça a été plus logique et naturel. Mais c'est vrai que c'était quand même assez bizarre. Et ce match de Davis, ouais, quand tu reviens 10 mois en arrière et que tu repenses même 8 mois en arrière, du coup, mois d'août, ouais, 8 mois, et que tu repenses au match qu'il avait pu faire pendant le Final 8, et notamment le but qu'il peut mettre face au Barça, tu te demandes où est passé ce joueur. Après, bon, voilà, c'était sa première année à ce poste, c'est un joueur encore très très jeune. Non, mais après là, ce soir, il avait pas les pneus neige aussi, hein, donc. Ouais, non, il y avait quelque chose qui clochait, ouais. Vraiment, au niveau des crampons, il avait pas dû prendre la bonne. Parce que quand Dagba lui met je sais même pas comment le définir, mais lui met 1 mètre là sur un contre 1 limite surface, c'est le genre de situation où normalement il se fait jamais éliminer. Donc je pense vraiment, comme nous le disait Julien au moment quand on a discuté, qu'il avait 0 appui. Parce que quand tu t'arrives à déborder Davis en vitesse, je pense que le problème est peut-être plus dans les chaussures que dans les jambes du garçon. Sachant que pour moi le plus scandaleux, c'est qu'il glisse sur limite la première action de la seconde période. Parce que moi le premier truc que je vois à la mi-temps, c'est je fais écoute Alfonso, faut faire un truc au niveau de ton appui, là c'est pas possible. J'aime beaucoup écoute Alfonso, c'est le prénom qui rend ça un peu génial. Et au bout de 20 secondes, il se casse à moitié la figure. Je dis non mais attends, on est quand même sur un niveau de compétition où tous les détails et tout, alors même si à chaque fois t'as je sais pas 15-20% des informations qui sont vraiment ingérées par les joueurs et retranscrites sur le terrain, mais t'as des dizaines de personnes qui théorisent tout pour que le match dépende le moins possible du hasard. Et finalement, tu te trouves avec ça, ce qui est d'ailleurs assez amusant parce que là, cette double confrontation, alors c'est pas que du hasard, hein, mais il y a un côté assez inattendu finalement dans les deux résultats, quoi. Non, mais il peut, en plus, vu le volume d'occasions des deux côtés, finalement, peut y avoir 2-0, 2-0, peut y avoir 0-3, 3-0 au retour, peut y avoir 2-2, 2-2 et aller en prolongation. Il y a assez d'occasions en fait pour imaginer tous les scénarios, et le retour, même s'il a été moins fou côté Bayern, t'as encore beaucoup d'occasions, hein. C'est à la différence de pas mal de matchs cette saison d'ailleurs, et il me semble que le Chelsea-Porto de l'autre côté a pas été du tout dans la même optique. Non, mais c'est pour citer Stéphane Moulin dans Projet de jeu sur Coparena qui disait le résultat est le plus grand menteur qui soit. Bah, effectivement,
Là, Surtout sur lire des le faibles résultat ne t'offre pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé en fait. Ouais, surtout sur des faibles échantillons comme ça, ouais. Sur 180 minutes, c'est comme ce qu'on disait un peu sur les expected goals. Évidemment que sur un match, ça peut être, avoir des limites, mais après sur la durée d'une saison, voire 2-3 saisons, ça finit par se confirmer. Après, c'est aussi ce qui fait que la Ligue des Champions est aussi intéressante, et c'est pour ça que les formules championnat qu'ils veulent nous mettre pour un peu aggraver la phase de poule dans ce sens-là sont pas forcément top sur ce plan-là, hein. Enfin, ça permettra d'en savoir plus sur la durée sur certaines équipes, mais c'est pas aussi ce qui fait que cette compétition est quelque chose de génial. Florent, avant de se projeter sur la suite et revenir un petit peu sur Paris, on va conclure sur le Bayern et parler d'un joueur qui était peut-être le meilleur sur le terrain, Lucas Hernandez. On avait d'ailleurs des questions, alors que c'était un truc à plusieurs bandes, hein, mais notamment notre ami Hugo Hélin du Libéro Lyon, qui nous demandait si le match de Lucas n'allait pas envoyer Ferland Mendy à l'Euro, et sur la logique que Lucas prendrait une place dans l'axe, parce qu'il était tellement fort dans l'axe sur ce match-là que du coup, tu aurais besoin de quelqu'un à gauche et que le deuxième poste d'arrière gauche soit pour Ferland Mendy. C'est vrai que Lucas Hernandez était acheté pour jouer dans l'axe, finalement il a surtout joué à gauche, alors qu'en sélection il jouait à gauche alors qu'il jouait surtout dans l'axe. Et au final, sur ce match-là, il a quand même été très très fort. Alors je sais pas si le fait de connaître un petit peu Mbappé, notamment en sélection, l'a aidé, mais on va dire la vitesse, le timing, la propreté, l'orientation là, aussi. c'est très haut niveau, quoi. Ah oui, non, il y a sa deuxième mi-temps, c'est un sans faute du début jusqu'à la fin, parce qu'il y avait à la fois ces séquences, comme tu viens de le dire, où il fallait couvrir la profondeur face à Mbappé, et il y avait aussi ces séquences où il fallait sortir sur Neymar quand il était touché dans le dos de ses milieux de terrain, de Alaba et Kimmich. Et dans les deux cas, il a été parfait. Alors, il faudrait que je revoie un petit peu, et d'ailleurs, ça va être prévu, puisqu'il y a une analyse qui va venir bientôt sur Copa Arena de ce match retour. Et que je revois la première mi-temps pour revoir certaines situations, où est-ce qu'il est sur les occasions parisiennes, par exemple, pour essayer de tempérer l'impression que j'ai eue en deuxième, où en effet il est parfait, quoi. Il est impressionnant, et sans en plus donner l'impression d'être à l'arrache dans ses interventions. Tu sens vraiment qu'il avait un coup d'avance et que dans sa lecture il avait jamais de retard, il n'avait pas de retard, je me répète, désolé, mais à combler sur un adversaire, parce qu'il aurait mal anticipé, il aurait mal lu la situation, et il se retrouvait dans une position inconfortable. Surtout d'une séquence à l'autre, il passait de Neymar à Mbappé quand même. Oui, c'est ça. T'as pas trop de répit, hein. Il n'y a pas de 1 contre 1 tranquille à jouer. Et il y a même par contre, on va pas en parler parce que c'est pas forcément le plus intéressant dans les analyses qui vont venir, et je pense pas que ce sera cité dans ton analyse, mais à un moment il y a un long ballon qui arrive, et au lieu de le renvoyer de la tête ou de le dégager, il le contrôle pied gauche. C'est limite un jongle pour éliminer le pressing adverse sur sa première touche, puis il relance proprement. Alors il faudrait que je l'isole, que je le retrouve, mais c'est pas du tout là, ce qui a fait sa deuxième mi-temps grandiose sur le plan défensif. Mais c'était assez exceptionnel. Et c'est marrant de se dire que le mec qui a le mieux géré Mbappé de la saison ne pourra pas l'affronter à l'Euro. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais, sauf à l'entraînement. Sauf à l'entraînement. Non, mais il a été exceptionnel, et quand tu imagines que la défense, alors en plus de Zule, je sais pas si je le dis bien, Zule, ouais. Zule. Après, c'est un peu spécial l'allemand, donc on va pas. Mais c'est marrant de se dire que la défense centrale du Bayern la saison prochaine, ça pourrait être Lucas Hernandez et Upamecano. Ouais. Et c'est sûr que pour défendre la profondeur et jouer haut, alors ce sera peut-être plus flic, mais les deux ensemble, c'est pas trop mal. Après, si c'est plus flic, ce sera peut-être Nagelsmann, donc il sera très heureux aussi. Hein. Ce sera pas mal aussi, ouais. Mais à noter, je regardais que là, Lucas Hernandez, selon WhoScored, a débuté 6 fois axial cette saison et 20 fois latéral gauche. Donc c'est vrai qu'en plus, il a même pas ce côté habitude, mais visiblement, lui, ça le perturbe pas du tout. En plus, je vois pas pourquoi il continuerait à jouer latéral gauche dans un club qui a Alphonso Davies et Alaba qui va partir du coup, Alaba sera plus là, mais qui vend Alaba, qui est un peu dans le même profil. Tu l'as mis à près de 80 millions, c'est pas pour le mettre en concurrence avec Alphonso Davies qui a 10 ans à faire à ce poste-là. Et en plus, axe gauche, il y aura qui à part lui l'an prochain? Après, Upamecano peut un peu le faire, mais... l'idée, parce que de toute façon, logiquement, Boateng devrait partir lui aussi. A priori, c'est du coup, c'est vrai que ça va libérer quand même pas mal de place, et lui, axe gauche, on a vraiment une à... Nagelsmann après, tu auras Soulé et Upamecano, ils tourneront à 3 sans doute. Et Nagelsmann peut jouer à 3 derrière en plus. En plus, ouais. Et lui peut très bien s'installer axe gauche dans une rotation pareille.
Mais visiblement, donc ça sera la fin de l'expérience Flick. Je sais pas s'il reprendra un club, mais ça aurait été assez intense. Hein. Justin Cora nous parlait de son 2-1-7 un petit peu très extrême. Peter Seidler dans Copa Arena, enfin sur Copa Arena dans Projet de jeu, nous disait aussi que c'était un petit peu le référentiel, le modèle, en tout cas le mec qui était le plus extrême chez les coachs, même dans ces decks-là, avec Salihamidzic, le directeur sportif, où d'ailleurs je lui donne totalement raison, hein. Je trouve que le recrutement de Salihamidzic est totalement éclaté, faut le dire. Est-ce que tu as vu l'extrait qui est sorti dans la presse, je sais plus quelle presse, allemande ou française, je sais plus, ou un épisode dans le bus des joueurs, où au moment Salihamidzic est dans le bus, et puis Flick lui dit « Oh vas-y, c'est bon, tu la fermes maintenant », qui est quand même son directeur sportif, c'est techniquement son supérieur. C'est comme si, je sais pas, à un moment, quelqu'un dans votre boulot, ou je sais pas, Christophe à la Voix du Nord, un coup il se disait à son supérieur maintenant c'est bon, tu la fermes, et qu'après il reprenait le cours des choses normales. Enfin, c'est le pire, c'est qu'il s'est excusé en conf de presse, donc c'est un aveu que ça s'est vraiment passé, sinon tu contestes. Ouais, mais après tu peux pas t'excuser d'un truc comme ça en fait. Il y a pas de, c'est pas le genre de truc où tu dis ah bah t'es désolé, bon bah c'est bon en fait, ça va Hansi, on va continuer ensemble. Surtout que juste derrière il a dit mais ça m'empêche pas, enfin tout le monde le sait que l'effectif est beaucoup moins bon que la semaine dernière, j'ai pas besoin de le répéter chaque semaine, que la saison dernière, j'ai pas besoin de le répéter chaque semaine. Mais c'est vrai que l'effectif, enfin voilà, je suis pas spécialement client, même s'il y a des blessures, quand tu vois le banc à base de Sanizic, Zeiser, Bounassar, Tanguy Kouassi, Moussiala et Ravi Martinez, c'est peut-être un petit peu light pour ce niveau de compétition. D'ailleurs, Tanguy Kouassi, il va jouer quand au Bayern ? Bah, je pense l'année prochaine. Numéro 4 l'année prochaine. Après, oui, s'ils sont à 3 derrière, il peut jouer beaucoup par contre. Bah, là, tu n'auras plus un coach, a priori, qui boudera tous les transferts effectués par le directeur sportif, donc peut-être qu'il jouera. Mais c'est vrai que là, il y a eu des problèmes physiques, etc., mais 37 minutes en Bundesliga cette saison. Je pense qu'à Paris... D'ailleurs, vraie question, est-ce qu'à Paris, et ça me permet de faire une transition exceptionnelle, il joue à la place de Danilo Pereira ce match-là ? Et quel est l'avenir de Danilo Pereira et quel est l'avenir du système parisien ? Est-ce que ça va rester comme ça ? Est-ce que Gay va rester devant la défense ? Qu'est-ce qu'on fait de Verratti ? Comment est-ce que tu envisages ça, Florent, pour la suite ? Ça va être c'est beaucoup de bonnes questions. Alors dans l'ordre, par rapport à Kouassi et Danilo Pereira, c'est à se demander même si Danilo Pereira aurait eu du temps de jeu si Kouassi était resté, je pense. Parce que c'était par rapport à Marquinhos et Kimpembe, c'était un numéro 3 logique par rapport à ce qui avait été montré la saison dernière. Après, sur les prochains matchs et le possible retour de Verratti, on va déjà voir comment il récupère, parce que j'ai l'impression que ça a l'air assez compliqué de revenir une nouvelle fois. Il était malade, ça, il avait un nouveau Covid. Mais alors Verratti, j'ai l'impression, a eu tous les variants du Covid. Donc après, c'est pas le premier, mais à avoir des Covid ultra rapprochés, mais normalement, j'ai pas compris, c'est pas spécialement prévu scientifiquement. Mais Celik, pareil, au LOSC a eu le Covid, genre un mois et demi après, alors que normalement, je sais pas, ils avaient parlé de 3 mois ou autre, des trucs très bizarres. Mais oui, visiblement, il a perdu pas mal de poids, et je pense que physiquement, déjà que il est parfois un peu à la limite. Peut-être qu'il sera pas. J'imagine qu'il sera de retour pour la demi, mais sans doute pas à 100%. Ouais. En fait, le truc, c'est que quand tu prends les situations sur lesquelles le PSG a été très fort sur la double confrontation, c'est dans la sortie de balle et c'est dans la capacité qu'avait le PSG dans ses sorties de balle de mettre Neymar face au jeu. C'est-à-dire que Di Maria et Draxler étaient quasiment au service de Neymar pour que Neymar n'ait pas à sortir de la pression, mais surtout face au jeu, face à la ligne défensive qui recule et qu'il mène la transition. Il s'est très bien positionné, Flo, d'ailleurs. On n'a pas parlé jusque-là, mais entre les lignes, c'était très très... Enfin, il n'a pas décroché bêtement, et ça, c'était quand même assez bien vu. Le fait est que dans le système actuel et dans le système utilisé par Pochettino auparavant, le joueur dans la position de Neymar, c'était Verratti. Mais Verratti n'est absolument pas capable de mener une transition et de conduire le ballon vers le but adverse avec une certaine vitesse, comme le fait Neymar. Verratti, généralement, s'il va recevoir la balle dans cette position-là, ce qu'il va faire, c'est chercher en une touche à lancer l'attaquant de pointe qui serait, dans ce cas, Mbappé, à lancer dans la profondeur, mais surtout pas à suivre l'action, comme l'a fait Neymar plusieurs fois, pour se retrouver en position de marquer. Donc la vraie question, si tu remets Verratti dans la discussion, est-ce que tu gardes ce système-là, auquel cas, si tu mets Verratti en 10, tu vas perdre pas mal de choses qui ont été très bonnes sur les transitions,
Et si tu le réintègres au milieu de terrain, qui est-ce que tu fais sauter entre Paredes et Gay par rapport à ce qui a été montré? Gay qui a quand même montré un très gros volume de jeu à nouveau sur les 2 matchs, et je pense qu'il ne doit pas être loin des joueurs qui ont gratté le plus de ballons côté parisien sur les 2 rencontres. Ça me paraît assez compliqué de le sortir. Et Paredes, sur le match de ce soir, est bien entre l'impact défensif et la capacité à aider l'équipe sous pression. Donc je pense que le retour d'un Verratti peut apporter à Paris, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas enlever tout ce qui a fait la force du PSG. Je pense que remettre Verratti en 10, là où il évoluait auparavant, peut enlever pas mal des forces qu'on a vues sur ce quart de finale. Surtout si tu joues City, en fait. Si tu joues Dortmund, tu peux te dire, on peut enlever un peu Gay, et si à un moment on manque d'équilibre, tu peux tenter le coup. Parce que Dortmund va pas te chercher comme City. Ouais. Par contre, contre City, est-ce que tu peux pas imaginer un truc où Verratti est 3e milieu avec le ballon et Neymar va jouer axe, demi-espace gauche, et finalement, quand tu perds le ballon, Verratti va défendre limite côté gauche, ou Gay côté gauche, tu vois. Mais oui, ça après. En 4-4-2, ce qui fait que quand tu récupères le ballon, Neymar est pas collé à la ligne de touche, là où ce sera plus facile de l'enfermer. Tu peux imaginer en effet une asymétrie. Mais ça peut être un petit casse-tête, même si Pochettino préférera toujours avoir Verratti à disposition que ne pas l'avoir, et ce que ce soit un choix à faire. Mais il y a un équilibre plutôt sympa qui a été trouvé là sur ces 2 matchs. Et c'est vrai que le fait d'affronter City derrière, ce qui a marché contre le Bayern, ça peut, en tout cas offensivement sur les transitions et les sorties de pressing, ça peut remarcher contre Manchester City. Surtout que City, ça peut être plus fort sur le pressing à la perte et surtout sur l'organisation avec ballon qui va t'éviter de subir les séquences que le Bayern a subies. Mais par contre, ils n'ont pas de défenseurs qui vont défendre les 1 contre 1 comme Boateng et Lucas Hernandez. Ouais. Alors Diaz peut quand même s'en sortir correctement. Après, je sais pas au qui niveau de Diaz Lucas, a affronté en Première Ligue qui est du niveau de Mbappé, Neymar en Ligue des Champions, tu vois. Non, mais il a affronté Hollande et il s'en est sorti correctement, mais en ayant aussi des galères, donc ça va plutôt dans le sens de ce que tu dis. Mais je veux dire, il a quand même l'effet, alors en étant moins bon individuellement, mais l'effet un peu qu'a eu Van Dijk sur Liverpool, où vraiment tu sens que c'est devenu le patron et le mec qui stabilise. Mais c'est vrai que il joue axe gauche, non? Oui. Et il joue axe gauche. Et Mbappé a tendance à attaquer axe droit. Aussi, oui, en effet. Et John Stones contre Mbappé. Ça s'était déjà passé, je crois. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il était déjà à City quand c'était Monaco. C'était mal passé, il me semble. C'était pas le seul fautif, il me semble que Otamendi, comme souvent, avait été en perdition quand il arrive à ce niveau de compétition. Mais je sais pas. Après, il y aura moins de transition pour Paris contre City que contre le Bayern ce soir. Après, faut déjà que City passe demain. On verra, on verra comment ça va se passer. Mais si ça devait se passer, il y aura aussi une autre question, c'est dans le plan de jeu de Guardiola. Est-ce qu'il ne va pas se faire des nœuds au cerveau en voyant les 2 matchs face au Bayern et à se dire là il va falloir que je fasse quelque chose et que je remette Kyle Walker latéral droit par exemple. S'il s'est fait des nœuds au cerveau contre Toko et Kambi, je pense qu'il se fera des nœuds au cerveau contre Neymar et Mbappé. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais ça sera, si c'est la demi-finale qui se produit, ce sera en tout cas une certitude, ce sera une demi-finale très intéressante. Mais vu qu'on a cité Gay, c'est vrai qu'il a été très très bon pour presser tout seul dans des situations où tu dis c'est impossible de récupérer le ballon, et il récupère des ballons. Parfois il le repère, mais il le récupère juste derrière, et ça te lance pas mal de séquences où Neymar finalement a le champ libre. Et déjà ça me fait penser, totalement pas lié au départ, mais vu qu'on a parlé de l'OL, que Paris devrait, dans ce profil-là, recruter un remplaçant de l'OL, Maxence Cacré, qui en plus serait meilleur avec ballon et qui est une machine à presser. Et ce serait sympa de le voir dans ce genre de configuration. D'ailleurs, il avait été très bon contre le Bayern en demi-finale, du Final 8. Notamment avec sa super passe pour Depay là, qui rate son 1 contre 1. Mais ce serait... Enfin, je crois que c'était un 1 contre 1. Mais non, mais enfin bref, ça fait des digressions. Mais ouais, c'est vrai que Gay a été... Et quelque part, je suis pas surpris parce que je pensais qu'avec Pochettino, il aurait beaucoup de temps de jeu tout de suite parce qu'il colle un peu au profil de milieu que Pochettino aimait bien à Tottenham. Des mecs qui vont aller gratter des ballons, les Sissoko, les Winks, les Wanyama, même Moussa Dembélé quand il était plus agressif, plus jeune. Et puis il a un peu disparu au départ dans la rotation parce que Paredes et Verratti prenaient tout. Et je suis plutôt content pour lui, même s'il a toujours des limites avec ballon. Et à un moment, il y a une perte de balle en première là, sous pression où ça fait une grosse occasion et c'est Kimmich qui frappe à côté. Mais plutôt bien de le voir à ce niveau-là parce que c'est vrai que dans des contextes comme ça, un Gay
c'est une arme énorme pour te créer des transitions. Raphaël, est-ce que tu as été surpris que ça se passe aussi bien pour le PSG face au Bayern, qui est l'équipe qui presse le plus en Europe, alors que tu n'as pas Verratti, qui est l'une des références en Europe pour se sortir de la pression? Est-ce que ça peut accréditer la thèse? Alors pas forcément que Verratti est superflu dans cette équipe et doit partir, mais que face à des adversaires comme ceux-là, le fait d'avoir Neymar qui va naturellement décrocher, bah finalement, on va dire que 60-70% de ce qui est fait par Verratti sur les sorties de balles peut être fait par Neymar et que du coup, bah, vaut peut-être mieux avoir Neymar qui soit touché assez tôt dans la sortie de balle et d'avoir des profils plus comme Gay, capables de faire, en caricaturant un peu, mais plus d'aller-retour, plus de pressing, etc. Après, est-ce que face au pressing proposé par le Bayern lors de ce match retour, Verratti aurait pas été très bon aussi? Bah, en fait, la question c'est qu'est-ce que tu gagnes? Mais j'en sais rien, je te pose la question. Qu'est-ce que tu gagnes avec Verratti et que sur les sorties de balles et que tu perdrais sur les courses, sur le pressing, etc. Est-ce que à quel point en fait Pochettino va se poser la question un petit peu de cet échange? Est-ce que tu veux vraiment être sûr de sortir tous les ballons en mettant Verratti, mais avec le risque d'avoir peut-être moins de courses, de volume de jeu, etc. Bah après, le truc, c'est que Verratti, en forme, il a quand même un bon volume de jeu, il est capable de gratter des ballons aussi. Le souci, c'est que Verratti n'a pas été en forme un mois ou un mois et demi de suite depuis. Je saurais même pas dire quand j'ai la dernière période de Verratti où on réfléchit plus à une blessure, à une suspension, à un forfait, à un Covid. Il a été plutôt pas mal il y a pas si longtemps que ça. Je pense que si tu reviens sur des matchs, je sais plus si c'était face à l'OL ou. Enfin, ça remonte à pas très longtemps. J'ai l'impression qu'il a enchaîné une bonne période là, début 2021. Quoi. Il a réussi à enchaîner quelques matchs. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu cette trêve qu'il a un peu foutu en l'air. Quoi. Oui, c'est vrai que là, entre février et mars, il est de. Parce que là, on dit Verratti, c'est un problème, etc. Mais enfin, c'est un problème. Disons, c'est un bon problème en fait. C'est un casse-tête et tout, mais il faut se rappeler aussi de son match au Camp Nou. Et son match au Camp Nou, je pense que s'il y a une équipe qui lui laisse un peu de champ, il peut le refaire contre. En fait, dans un autre plan de jeu où Paris a plus besoin du ballon et plus besoin de préparer, il te sera très utile. Après, si tu restes dans la même idée, disons que si tout le monde est en forme, tu peux t'en sortir sans lui contre City. Mais je préfère toujours l'avoir dans l'équipe quand même. Mais tu vois, tu parles du match du Camp Nou. Je peux te rétorquer, juste pour poursuivre la discussion, je peux te rétorquer le match retour. Ouais, mais après le match retour, le Barça, c'est une énorme performance au pressing. En effet, oui, il avait. Oui, non, mais c'est en effet. Après, il y avait pas Neymar, il y avait Icardi en pointe. Il faut prendre le tout dans son ensemble. Mais oui, en effet, Mais ce qui peut justement accréditer la théorie que Verratti avec Neymar, c'est moins bon que. Bon, après, c'est pas illogique de dire ça, hein, mais que Neymar sans Verratti et qu'au final, Neymar pourrait presque assurer une partie du rôle de Verratti s'il n'était pas aussi important plus haut sur le terrain, quoi. Ouais, mais tu vois là, comme disait Flo, ce soir, il a pas décroché vers Neymar, donc il aurait même pu être trouvé par Verratti encore plus souvent. Ouais, les ballons sortaient quand même. En fait, non, mais la question, c'est par rapport à ce qu'on voit là, le trio du milieu Après, de terrain. Tu sors Draxler et puis voilà. Est-ce que tu fais Paredes, Verratti, Neymar, ou est-ce que tu fais Paredes, Gay, Neymar? Si tu dois faire un trio en gardant Di Maria, Draxler sur les côtés. Mais est-ce que tu vas vraiment garder Draxler? Je pense que tu mettras Keane si Keane retrouve la forme, non? Après, Draxler, il a des bonnes séquences sous pression, il arrive à s'en sortir, à éliminer des joueurs, etc. Mais sa deuxième mi-temps à la perte de balle, il y a des séquences dingues de désintérêt et de déconnexion. J'ai été même surpris, je sais pas si c'est cognitif ou physique ou les deux. Peut-être le manque d'habitude de jouer au foot pendant plus de 45 minutes de suite. Non mais sincèrement, tu vois, au-delà de la vanne, non mais le pire c'est qu'il a une attitude... En fait, il a l'attitude d'un mec qui a fini sa carrière, qui vient jouer avec des gars de petit niveau en D1 ou en PH, en petit niveau départemental, et qui du coup va pas trop se fouler. C'est le joueur de foot que tu as rencontré et qui vient faire un five avec toi, tu sais. Exactement, dans le langage du corps, sa deuxième mi-temps, c'est ça. C'est-à-dire qu'il joue comme s'il était sûr de te faire tellement de différence quand il avait le ballon, que tu dis, bah oui, on va pas demander à Julian de défendre, on sait tout ce qu'il nous apporte, puis il a déjà 20 ans de carrière derrière lui. Mais non, le mec a 28 ans, un truc comme ça, je sais pas, je sais plus. Après 28. 27, mais je vais vérifier.
28 ans officiellement, mais j'ai été alors que la première mi-temps, je l'avais 27. trouvé. Ah bah tu vois, bien joué. Je l'avais trouvé vraiment bon. Et puis en deuxième, il y a des séquences qui m'ont rendu fou, notamment des séquences où du coup Neymar et Mbappé courent à sa place, côté. Ce qui n'était pas négatif parce que j'aime bien les voir courir de temps en temps eux aussi. Mais je sais pas, mais c'est en effet une très bonne question de comment tu organises ton équipe avec le retour de Verratti par rapport à tout ce qui a été bien jusque-là. Parce que justement, Florent, en fait, si on se pose cette question-là, c'est que la logique veut que t'as battu le Bayern, tu construis là-dessus. Et alors, je suis désolé, je fais encore une référence à Copa Arena, mais ça se justifie parce que c'est la dernière fois qu'un club français avait sorti le tenant du titre, c'est l'OM face à Milan en 91. Et au final, l'OM avait construit une certaine façon de jouer, une certaine base, et ça n'avait pas changé jusqu'à la finale, alors perdu au tir au but. Mais voilà, l'OM avait trouvé sa formule. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu pourras pas dire ça de Paris, à la fois sur les absences, mais même parce que ton profil d'équipe, en fait, en fonction de l'adversaire, en fonction de plein de choses, tu vas être amené à le modifier. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est une performance, mais les leçons que tu vas en tirer, à la fois sur ce qui va se passer en championnat dans les prochains jours et selon l'identité de l'adversaire en demi-finale, tu vas devoir, entre guillemets, repartir de zéro et refaire un plan spécifique. Ouais, après, je pense que ton plan spécifique, comme je le disais tout à l'heure, ce que tu as réussi contre le Bayern, tu peux le refaire, enfin, peut te servir contre Manchester City, mais c'est plus, comme tu le disais, la gestion de l'effectif, des joueurs que tu vas récupérer dans les prochaines semaines, Verratti, Keane, d'autres joueurs que tu vas peut-être malheureusement devoir laisser sur le côté, parce qu'avec l'enchaînement des matchs, etc., je ne serais pas surpris que Paris perde quelques joueurs d'ici la demi-finale. T'as Marquinhos aussi, qui reviendra pas, ça je sais pas. Et donc t'as plus, c'est au-delà des enseignements de ce quart de finale face au Bayern. Vu que Paris court après toutes les compétitions en même temps là, ce qui ne lui était plus arrivé quand même au mois d'avril depuis pas mal de temps. Il y a énormément de facteurs qui vont entrer en ligne de compte et la forme des joueurs va peut-être prendre le pas sur un quelconque plan à mettre en place face à Manchester City et des choses spécifiques à préparer pour cette double confrontation. Donc là, c'est vrai que tu as une base intéressante. Je pense que si Paris se présente contre Man City avec la même équipe que ce soir, Paris a de vrais arguments pour faire mal à Manchester City. Mais d'ici là, alors je sais plus, c'est dans 2 semaines, 3 semaines. C'est le 27 avril, je crois. Donc dans 2 semaines. Mais d'ici 2 semaines, on ne sait pas où en sera Verratti individuellement, on ne sait pas où en sera Keane sur le plan physique, on ne sait pas où en sera Marquinhos, on ne sait pas s'il y aura des rechutes dans l'autre sens. Donc c'est très difficile en 2 semaines, sachant que Paris en 2 semaines va y avoir le match de Coupe de France. Et il va y avoir 2-3 journées de championnat, j'imagine. D'ici là, ils vont peut-être en caser une un mercredi, ça serait pas surprenant. Là, ils jouent Saint-Etienne, donc comme tu l'as dit, en Ligue 1, pardon. Après, il y a la Coupe de France contre Angers. Et le dernier match en Ligue des Champions, tu vas à Metz. 18 avril, 21 avril, 24 avril. Oui, donc voilà, tu vas enchaîner tous les 3 jours jusqu'au 27. Bon, il y a de fortes chances que ce soit la même chose pour Manchester City en face. Donc ça sera un petit peu... Après, City peut mettre l'équipe Z à tous les matchs. En championnat, oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas du PSG. Mais voilà, on va voir. Hein. Mais c'est vrai que le match qu'ils font ce soir te pose la question, Verratti à 80%, est-ce que tu le réintègres sur la demi s'il n'est pas totalement remis? Je pense que Paris peut survivre à un match de plus sans lui après avoir survécu face au Bayern Munich. Moi, j'ai une question pour Christophe qui pronostique depuis août. Enfin, depuis la fin du Final 8, finalement, la finale de la victoire du PSG, ou au moins la finale en Ligue des Champions. Est-ce que tu vois Paris remporter plus la Ligue des Champions ou la Liga? Ah, vraie bonne question. Je dirais la Ligue des Champions quand même. Je dirais la Ligue des Champions parce que en fait, je pense que si tu laisses encore filer un match, Lille ou Monaco sera champion. Mais il y a une vraie interrogation parce que je suis pas sûr que Mbappé, qui a joué quasiment tout le match contre Strasbourg, ça soit viable et qu'à un moment, si tu es qualifié pour la finale de Ligue des Champions, au-dessus, ils te disent pas, écoute, t'es gentil, mais là, il n'y a pas de risque à prendre. On a 3 points de retard, on n'a plus notre destin entre les mains, faut le préserver pour la finale. Par contre, Mbappé, on n'en a pas du tout parlé, mais quel match ce soir encore sur sa première mi-temps notamment, ne serait-ce que l'action qui amène à la grosse occasion de Neymar, où alors certes il y a l'angle
l'angle de vue où on voit pas où est Neymar, donc en tant que spectateur on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va chercher cette passe, mais non, première mi-temps encore impressionnante, et lui en ayant en plus ce match contre Strasbourg dans les pattes où c'est lui qui fait le boulot et qui met Paris sur de bons rails, il est quand même sur un sprint final assez impressionnant je trouve, et il est dans une forme physique bien au-dessus de la plupart de ses partenaires, j'ai Je l'impression. trouve, Flo, qu'on retrouve la sensation Coupe du Monde Ouais, un petit peu, ouais. qu'on n'avait pas eu quasiment depuis cette époque-là. Enfin, un peu encore 2018-2019, mais 2019-2020 c'était compliqué. Mais où tu sens à la fois les équipes terrorisées, où il gagne quand même la plupart de ses 1 contre 1, où il est juste dans ses passes, où dans la finition c'est pas trop problème, même si avec Neuer à l'aller il a eu un peu de chance. Là il réussit 4 dribbles, il crée 2 occasions, il tire qu'une seule fois finalement sur l'ensemble du match. Alors il est hors jeu 6 fois, mais quelque part c'est aussi C'est le le nombre jeu. de fois où le Bayern a eu peur de lui. Et puis il y a 2-3 hors-jeu où je sais pas. Il y en a un surtout ouais, qui est en première Ouais, il y en mi-temps a où il un ne en l'est pas. première mi-temps là où Pavard essaye de mettre ses fesses en arrière pour pas qu'il y ait hors-jeu. Et Et ça t'as suffit l'action pas, aussi qui ne se termine pas sur un tir parce que Neymar n'arrive pas à la pousser au fond. Ouais. Mais c'est lui qui met la passe à Di Maria au deuxième poteau. Di Ouais. Maria qui ensuite élimine, je crois que c'est Davis du coup. T'as logiquement. Neuer qui sort bien aussi quand Voilà. Mbappé est en un contrat avec Lucas et qui trouve Neymar lancé. Enfin, il peut trouver Neymar lancé et Neuer sort bien. Et puis il y a un but dans le plafond qui est refusé pour hors-jeu, qui fait partie des hors-jeux, mais en gros où tu te dis, il le sait pas au moment où il fait son face-à-face. Et rien que le fait de marquer, bon, c'est toujours positif quoi, tant qu'à ce que ça soit sifflé, autant quand même bien finir. Ouais. Et c'était ses finitions monégasques. À Monaco, en plus. ouais, C'est exactement. ça, c'est le truc où il fait un espèce d'enroulé, coup de pied fort sous la barre, et tu fais bon bah ok, d'accord, si tu veux, Kylian. D'ailleurs, c'était assez marrant de se dire qu'un des joueurs les plus déterminants de la génération, quand tu entends les joueurs l'appeler sur le terrain pour se replacer, t'entends Kiki, Kiki, Kiki. Enfin, ça m'a fait sourire parce que tu dis ok, le mec est une star mondiale et un des 2-3 joueurs qui dans les 10 ans à venir va être les plus importants, et le huis clos te fait entendre des Kiki, Kiki, Kiki en plein match. Raphaël, Il aurait fallu y penser peut-être. Quoi? Raphaël, le surnom de tout le monde, Jean Rickner Bellegarde, l'appelle Jean-Jean. Est-ce que tu préfères Jean-Jean ou Kiki? Je pense que je préfère Kiki parce que Jean-Jean, ça me fait penser au sketch de Dieudonné à l'ancienne, qui plaçait souvent Jean-Jean dans ses sketchs. Donc ça me fait naturellement penser à ça. Donc c'est un peu compliqué, Jean-Jean. Même si, en plus, Jean Rickner Bellegarde est plutôt un bon joueur. Donc je sais pas. Mais Jean-Jean, je sais pas, c'est associé à tellement de trucs de l'ancienne France que j'ai du mal. Ça marche. Bon, et juste, bon, on va pas se projeter trop sur City, mais c'est vrai que City posera, si City se qualifie, des problèmes similaires au Bayern sur la volonté d'avoir le ballon, etc. Je voulais dire un dernier truc, Christophe, parce qu'il sort à nouveau blessé et donc on l'oublie. Mais Abdou Diallo, latéral gauche, c'est pas mal du tout. Oui. Notamment parce que sous pression, il a ce dribble intérieur que Leroy Sané a mangé 15 fois. Il n'a jamais compris. À tel point que même quand tu es supporter du PSG, ça t'énerve parce que tu te dis, mais ça fait 10 fois qu'il te fait la même. Réfléchis. Mais ce truc où finalement il feinte de jouer extérieur et puis il s'oriente avec un plat du pied vers le centre du terrain, il arrive à éliminer le pressing. Et ça, c'est quand même un truc que quand un latéral sait le faire, ça apporte beaucoup à son équipe quand elle est pressée. Et c'est à nouveau dommage qu'il sorte blessé parce que l'entrée de Bakke, heureusement que le PSG se qualifie. Vraiment. Je pense que si Sané, par exemple, met une passe D à la dernière séquence, la glissade de Bakke qui sort du terrain, elle devient un mème et elle tourne partout, tout le temps, pendant des mois. Et oui, juste ce que j'allais dire avant d'être honteusement coupé, c'est que affronter à la fois Dortmund pour le côté Erling Haaland, qui a un attaquant très spécifique et qui te posera un problème pas vu, et City qui a des caractéristiques communes avec le Bayern, mais qui lui ne fera pas le truc de parfois un peu abandonner l'axe pour uniquement balancer des transversales pour des ailiers qui font de la contre-1, c'est-à-dire que en mettant Cancelo, Gundogan, Rodri, Bernardo qui peut venir, enfin voilà, selon qui jouera, De Bruyne, mais mettre beaucoup de monde à l'intérieur. Le profil général peut aussi se résumer sur 65% de possession, 35% pour Paris, mais clairement l'animation sera totalement différente, donc du coup ça pourrait faire un affrontement très sympathique aussi sur le plan tactique qui nous intéresse, parce que tu auras d'autres problèmes à résoudre, même si je pense que tu peux aussi bien défendre ta surface et avoir des transitions à jouer et gagner de la même façon, mais en tout cas voilà, les zones d'attaque et les zones fortes faibles ne seront pas tout à fait les mêmes. Donc ça pourrait être intéressant, mais ça on le verra dans l'épisode de demain soir.
puisque je ne sais pas d'ailleurs, vous allez regarder quoi avant qu'on passe au pari. Moi, je vais rester, je pense, sur mon Dortmund City. Est-ce que vous allez suivre quand même Liverpool alors que le suspense est un tout petit peu éventé après le résultat de la nuit? J'aurais sans doute un double écran avec Dortmund en télé et un œil sur Liverpool Real et une bascule si Liverpool marque le premier but. Ouais, bah, je vais quand même regarder Liverpool, mais si le Real mène 1-0 à la 55e, 60e, je pense que je switcherai. Je voulais te poser une question qui n'a pas de rapport, Christophe, mais Guardiola contre ce PSG-là, est-ce que ça te rappelle pas un peu Guardiola contre le Barça de Luis Enrique 2015 avec son Bayern? Mais ça pourrait du coup mal finir. Mais Ah. oui, non, c'est très possible, honnêtement, c'est très possible. Et d'ailleurs, j'ai revu le match aller il y a pas très longtemps. Quand je dis pas très longtemps, c'est genre avant-hier, avec cette compo illisible. Enfin, la défense à 3, beaucoup de joueurs qui dézonent, des trucs asymétriques assez amusants qui changent au bout de 15-20 minutes. Et là, clairement, on était full innovation. Je pense pas que Guardiola irait aussi loin maintenant, mais tu pourrais te faire sanctionner par juste des individualités offensives qui sont meilleures que tes défenseurs, quoi. Donc, ouais. Ça pourrait être un petit peu difficile, mais bon, on verra ça. Et donc pour un adversaire de Paris et l'adversaire de Chelsea qui s'est donc qualifié à minima mais qui s'est qualifié avec une bicyclette de Taremi quand même pour la victoire de Porto. Taremi qui avait failli signer à Bordeaux en janvier 2020, il y a seulement un an. Florent, on pense à toi. Et ben, ça n'aura pas suffi pour Porto, mais qui aura quand même fait bonne impression avec une domination dans les chiffres sur l'aller-retour. Donc comme quoi on s'était peut-être un petit peu avancé en mettant Chelsea très nettement favori. Finalement, il y a vraiment eu le match. Mais de tout ça, on parlera sur la suite des événements. Tout de suite, ce sont les paris. Les paris avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, où je vais commencer par Florent. Oui. Florent, tu m'as envoyé pour une fois les paris sous forme de screenshot. Comme c'est ma technique, ma façon de vous transmettre les informations. Et comme d'habitude, tu vas nous parler de Bordeaux, ce qui est un running gag, mais un running gag qui fonctionne, puisque Bordeaux est finalement une forme de running gag depuis quelques mois. Oui, absolument. Et Bordeaux qui reste sur 3 matchs d'affilée avec au moins 3 buts encaissés, face à Montpellier, face à Strasbourg et face à Saint-Etienne le week-end dernier où ils en ont pris 4. Après des gros adversaires, Flo, aussi, on peut le comprendre. Oui, bien sûr, c'était très très compliqué. L'armada offensive strasbourgeoise notamment. L'allant offensif montpelliérain. Et j'ai pas d'adjectif pour les Stéphanois, mais ils étaient très bons eux aussi. Et en plus, ce sont des défaites particulièrement méritées sur le plan des expected goals. 3 buts encaissés contre Montpellier pour 2,24 expected goals concédés, 2,28 contre Strasbourg avec 3 buts encaissés. Et face à Saint-Etienne, certes, il y a eu pas mal de pénaltys, mais bon, ils les ont concédés en même temps. 3,28 XG pour les Stéphanois. Je pense qu'on ne doit pas être très loin de leur meilleure marque d'ailleurs de la saison. Je ne suis pas allé vérifier, mais à mon avis, on n'en est pas très loin. Et donc, tu sors de ces 3 performances défensives au moment de retrouver l'AS Monaco. Donc, est-ce qu'il faut que j'ajoute quelque chose à ma démonstration ou pas ? Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que Monaco a eu un peu de mal face à Dijon. Ils ont mis du temps pour débloquer la situation, puisque ça s'est débloqué en deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la pause entre Monaco et Dijon. Monaco avait 0,73 expected goals créés. Bon, ils ont terminé le match à 3,88 au total, avec 1 ou 2 pénaltys, je crois, au milieu dans cette affaire-là. Tout ça pour dire que, ouais, c'est ça, 2 pénaltys, dont un raté par Ben Yedder, qui en a mis un autre en fin de partie. Tout ça pour dire donc que Monaco à Bordeaux, j'ai pas envie de dire que ça peut faire un très gros carton, mais je le pense vraiment. Mais je vais partir sur un quelque chose d'un peu moins ambitieux, c'est-à-dire une victoire de Monaco avec un petit handicap de -1, avec une cote à 2,60. Voilà. Si vous êtes plus joueur, et franchement, n'hésitez pas si vous le pouvez. La victoire de Monaco -2, donc Monaco avec 3 buts d'écart, à Bordeaux, elle est à 5,80 et elle me paraît tout à fait jouable, vu les performances des deux équipes et vu la dynamique sur laquelle est Bordeaux, parce que j'imagine que Bordeaux ne va prendre que maximum 2 ou 3 points d'ici la fin de la saison, vu le calendrier qui s'annonce, avec notamment des déplacements face à Lorient et Nantes qui risquent de devenir des concurrents directs d'ici quelques semaines. Donc voilà, ce match face à Monaco, c'est le
dernier très gros que Bordeaux doit jouer de la saison. Et vu la dynamique, je pense que le très gros peut se faire un petit festin sur la pelouse du Matmut Atlantique. J'ai une question un peu sadique, Flo. Est-ce que si par exemple Nîmes bat Strasbourg ce week-end, donc ils arrivent à 33 points, et que Lorient fait nul à Marseille, ils sont à 33, sachant que Bordeaux serait à 36 avec une défaite, est-ce que tu crois à la possibilité des barrages? Alors, je vais directement enchaîner avec mon deuxième pari qui est le match entre Nîmes et Strasbourg. C'était une vraie question, hein, je voulais vraiment ton avis. Mais je vais te le donner, puisque mon deuxième pari c'est en effet la victoire de Nîmes contre Strasbourg. Pour une raison simple, c'est que Nîmes, même s'ils ont du mal à trouver un peu de continuité dans leur performance, ils sont capables de ramener assez régulièrement des points. Alors ils ont perdu contre Saint-Etienne à la maison, ça leur a mis un petit coup d'arrêt, parce que c'est vrai que jusque-là, ils avaient réussi à gagner à Lille, ils avaient fait match nul face à Montpellier, ils avaient battu Lorient, concurrent direct, ils avaient battu Bordeaux au mois de février dernier aussi. Et là, ils restent sur un match nul sur la pelouse de Brest, où ils ont été un peu dominés, mais à la maison, l'idée pour eux, c'est de prendre un maximum de points. Et après en avoir perdu face à Saint-Étienne, le fait d'affronter Strasbourg, qui, à mon sens, est quasiment assuré du maintien aujourd'hui. Je pense que 39 points, ça les met un petit peu à l'abri. 36 points, pardon, encore. Mais bref, je pense qu'ils sont, alors qu'ils ont autant de points que Bordeaux, je pense qu'ils sont un peu plus à l'abri que les Girondins, figure-toi. Parce qu'en termes de dynamique, je pense qu'ils sont beaucoup mieux. Et en plus, ils ont pas ce problème de réussite. Ils ont un petit manque de réussite qui laisse imaginer qu'ils peuvent avoir un sursaut sur quelques matchs. Mais je me dis que face à Nîmes, je donne avantage aux Nîmois qui ont besoin en plus de ce match. Parce que quand tu vois le calendrier de fin de saison des Nîmois, ils vont jouer Lens, qui joue encore l'Europe. Ils vont jouer Lyon, ils vont jouer Rennes, qui risque de jouer l'Europe. Donc c'est pas forcément face à Strasbourg qu'il faut laisser filer des points, encore plus à la maison. Donc voilà, je joue la victoire niçoise à 3,60 et donc ça nous amènerait en effet dans une situation avec Bordeaux à 36 points, Nîmes à 33 et une équipe de Lorient qui peut peut-être amener quelque chose, mais surtout Lorient qui va affronter Bordeaux la semaine d'après aussi. Et c'est un match qui aura lieu à Lorient. Donc, est-ce que ce sera un match à 6 points? Oui, ce sera un match à 6 points évidemment. Mais le Bordeaux barragiste, figure-toi que moi il y a un scénario qui, alors je vais pas dire il me fait rêver, mais qui me ferait bien rire, je pense, et qui serait absolument mythique. Ce serait un Bordeaux barragiste qui descend en Ligue 2 en perdant face à Toulouse. Voilà. Qui est votre rival du coin. Enfin, eux sont nos rivaux, mais nous on s'en fiche un peu concrètement. C'est plus sur Marseille et compagnie. Après, si vous êtes en Ligue 2 et eux en Ligue 1, vous en ficherez peut-être un peu moins. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce serait en termes d'ironie, je pense, un des plus beaux scénarios possibles. Et le truc, c'est qu'il est, il est pas improbable, puisque Toulouse, je crois qu'ils sont 3e ou 2e ou 3e de Ligue 2 aujourd'hui. Après, je suis pas forcément fan de la théorie faut toucher le fond pour rebondir et ça permet de nettoyer et tout. Mais Toulouse est descendu et ils ont récupéré des nouveaux investisseurs qui ont l'air de bosser. Et Strasbourg, quand ils se sont cassés la gueule, ils ont reconstruit tout et c'est un club qui est beaucoup plus sain aujourd'hui. Après, ils ont mis 8 ans, 10 ans à revenir en Ligue 1. Ouais, après, ils sont tombés plus bas aussi. Bah après, c'est des clubs, tu sais très bien qu'ils vont remonter, tu vois. Même s'ils se cassent la gueule. C'est-à-dire que c'est pas Sedan qui est une toute petite agglomération et c'était déjà incroyable qu'ils soient en Ligue 1. Oui, bien. Si Bordeaux tombe, que ce soit financièrement ou sportivement, tu sais qu'ils remonteront. Mais à un moment, la remise en question, elle arrive tellement jamais que, tu vois, il faut quoi finalement pour que les clubs se réveillent. Et je pense qu'il faut un échec retentissant pour que les mecs aient trop honte finalement pour rester. Et notez que Toulouse est 2e pour l'instant, mais 3 points de marche sur Clermont qui a un match en retard et une meilleure différence de but. Donc cette 3e place de Toulouse, Toulouse peut remplir sa part du contrat, on va dire. On verra ce qui va se passer. Mais c'est vrai que, sans faire des heures dessus, parce qu'il y a encore les paris de Raphaël, ce schéma du Bordeaux barragiste, plus on avance et plus on s'en rapproche quand même assez dangereusement, parce qu'en plus en termes de dynamique, Lorient, Nîmes et même Brest, qui je crois est juste derrière Bordeaux aujourd'hui, je crois que ça a pris beaucoup plus de points malgré tout sur les dernières. Brest, c'est pas la folie non plus. Hein. Brest, ça va pas du tout. Hein. Ça commence à chauffer. Hein. En plus, ils vont jouer Lens. Après, ils vont jouer des équipes qui sont aussi en galère, Saint-Etienne, Nantes. Donc ça peut permettre de faire quelque chose, mais ils jouent aussi Lens, le PSG, Nice et Montpellier.
Et là, tu as quand même 4 matchs qui peuvent très bien être des défaites. Donc ça peut aller vite pour eux aussi. À noter que sur la phase retour, je crois que Lorient est cinquième, il me semble, de Ligue 1, quelque chose comme ça. Mais En tout Nîmes cas, est pas depuis trop 19 matchs. Je crois que Nîmes depuis Planck est pas mal du tout non plus. Je vais te dire de suite en termes de points. Lens. Non, tu disais Lorient. Ouais, Lorient est, je crois, cinquième sur la dizaine de derniers matchs. 10 matchs. Ah, moi, depuis la trêve, ils sont 11e. Mais je suis au 1er janvier là. C'est peut-être un peu plus proche. Mais tu vois, Bordeaux est 16e, Brest est 19e, Dijon 20e évidemment. Angers, Nantes 17 et 18. Et Rennes est 15e par exemple sur la phase retour. Devant, c'est du Monaco, Lille, Paris, Lyon. Avec Monaco qui met quand même 10 points de plus à l'OL. Et est-ce que tu peux regarder Nîmes-Flo depuis le... Je vais te dire ça. En fait, juste comme ça, Lorient, je me suis enflammé. Mais s'ils n'avaient pas perdu ce week-end, genre sur les 11 derniers matchs, ils seraient 2-3e, quoi, 3e. Donc, et Nîmes depuis le 6 février, soit depuis la nomination de Planck. Je sais pas combien ils sont, mais je dirais qu'ils sont ventre mou assez facilement. 10. 10e, absolument. Voilà, Ouais. bah, très bien. Ils sont 10e et Lorient, pour reprendre ce que disait Christophe, sur les 10 derniers matchs, ils sont 11e. Ils sont juste derrière. Les deux se suivent en fait, un petit peu, pour l'instant. Oui, c'est ça. Il y a eu Lorient est un petit peu plus irrégulier. Et ils sont même les deux sont même un peu plus hauts. Là, je prenais les points et si on prend les expected points, ils sont un peu plus hauts. Ils sont 7 et 8 et Saint-Etienne est 6e aussi sur les 9 derniers matchs aux expected points. Et je crois que sur les 9 derniers matchs, Dijon est dernier, puisque Oui. c'est 9 défaites. Oui, absolument. Et Bordeaux est avant-dernier, d'ailleurs, sur les 10 derniers matchs. C'est génial ce qui est en train de se passer. Et Oui. sur les 15 derniers matchs, Dijon a pris 3 points, pour information. Et l'avant-dernier, c'est Brest avec 13. Mais de toute façon, je pense que sur les 3 dernières saisons de Ligue 1, le Dijon est dernier. Bah que oui, j'ai puisqu'en plus, il y a des équipes qui disparaissent. Et Oui. Dijon, Ouais, ouais. Comme est ils la font seule à 10. rester. Ils ont fait quoi? Ils ont fait 18. Je sais pas qu'ils ont fait. Ça fait pas 2 fois qu'ils sont sauvés limite? Ah, si, l'an Bah, dernier, 16e. Il me Ils semble font que la le saison barrage d'avant, sur la finale, sur Ouais. le même jour que la finale Tottenham-Liverpool, où Ouais. ils battent Lens de Jérémy Vachou. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Là, ils Grand ont fait moment. 16e, 18e et 20e, Dijon, ces 3 dernières saisons. C'est un peu comme Caen qui se sauvait toujours en battant Paris la dernière journée, Paris qui était démobilisé jusqu'à temps que voilà, ça ne suffise pas. On passe au pari de notre ami Raphaël, le kabakiste, le fan du défenseur turc. Tes paris, Raphaël, ce sont des paris chauds. Il va vite falloir sauter dessus parce que ce sont les matchs de demain pour nous, ce soir pour ceux qui nous écoutent. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à sauter dessus, hein. J'ai une réussite assez exceptionnelle, hein. Mes 2 derniers paris ont été évidemment ratés, même si je suis pas passé loin, parce que le Brest-Nîmes, j'avais misé Nîmes et ça a fait match nul et Nîmes avait ouvert le score. Et l'autre, Wow. c'était Liverpool-Aston Villa, match nul, et on est passé tout près. Donc voilà, si vous voulez perdre de peu, n'hésitez pas à me suivre. Là, en fait, je pars sur des paris qui sont de plus en plus proches de la date d'émission pour être déçu le moins longtemps. Que je sais que ça va mal se passer, donc autant abréger. Ça Ouais, s'entend. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire il y a très peu d'attente entre ton pari et le raté. Mais du coup, entre le raté et la prochaine émission, la déception, quand même, elle dure. Parce que Et surtout, en plus, les gens l'ont bien en tête au moment où ça se passe. Alors que si tu paries un truc, genre les paris de Florent, s'il parie une semaine, les trucs d'une semaine plus tard, tout le monde a oublié. Même moi qui anime, j'écoute d'une oreille, j'oublie à moitié. Alors que là, clairement, Vinicius et Royce buteur, je spoil tes paris. Je saurais totalement, dans moins de 24 heures, que tu les as joués. Mais c'est raté, pas grave, du coup. parce que je suis pas du tout impliqué émotionnellement. Ok. Non. Donc, si toi, tu peux me chambrer dessus, je sourirai avec plaisir. Donc voilà, tu as donné mes 2 paris en plus, donc maintenant je vais essayer de les argumenter, ce qui va être le plus difficile. Liverpool-Real, Vinicius buteur, bon c'est par rapport à tout ce qu'on avait dit lors de l'émission de la semaine dernière sur toutes les différences qu'il avait faites, et là Liverpool va devoir marquer, donc ouvrir des espaces, donc Vinicius, rien qu'avec sa vitesse, peut sortir du stade avant qu'un défenseur de Liverpool l'attrape. Je pense pas que Kabak, Phillips ou Fabinho, s'il recule, vont suffire pour arrêter. Je sais qu'il aura des occasions, mais bien sûr, Christophe, le souci avec Vinicius, c'est quand il les met ou quand il les met pas. Alors, Oui. il avait été plutôt bon à l'aller là-dessus, avec une super prise de balle et une belle finition. Je pense que le Real va marquer. J'étais parti sur Benzema au départ, mais je me suis dit que c'était la fausse bonne idée, et que la vraie bonne idée, c'est la mienne. C'est Vinicius buteur, et surtout, c'est à 4. Ce qui est assez élevé pour, à mon avis, le deuxième buteur le plus probable du match. Il est quand même placé derrière Eden Hazard. Donc
Je le dis Qui à ne nos marquera amis pas, de- a priori. Je le dis à nos amis de PMU, après ils perdent rien, parce que de toute façon, si quelqu'un mise dessus, je crois que le pari est annulé quand le joueur ne Ouais, joue s'il pas. joue pas, ouais, C'est ça. je crois. Donc, voilà. Donc, de toute façon, ça sera caduque, mais voilà. Vinicius buteur à 4 à Liverpool, en espérant que ce soit dans une défaite 3-1 ou 4-1 du Real, pour que ça aille au tir au but ou que Liverpool se qualifie. Mais je n'y crois pas du tout. J'essaye de faire un contre-jinx. Du côté de Dortmund City, j'ai un peu le même théorie, de me dire je vais pas sur le buteur le plus probable, mais le deuxième buteur le plus probable, et là c'est pour Dortmund, c'est Marco Reus, qui est aussi, je pense, un de mes joueurs préférés de la décennie 2010-2020, malgré toutes ces blessures. Peut-être un des gros gâchis, même s'il fait une belle carrière, mais peut-être un des mecs qui aurait été top 6, top 8, top 10 mondial s'il n'avait pas eu toutes ces blessures, qui rate je ne sais combien de compétitions internationales sur des blessures mal timées. Buteur à 3,70 contre City. Parce que j'ai quand même parié plusieurs fois sur Haaland et ça n'a jamais fonctionné. Donc là, je vais parier une fois sur Reus, buteur contre City. Je pense quand même que City est capable de se saborder ou au moins de se demi-saborder, un peu comme à l'aller où j'ai l'impression que le match aurait dû être plié et puis finalement, t'y crois encore au retour. Tu récupères 1-0, t'es sorti. Et City peut très bien perdre 1-0 avec une foule d'occasions et un coup de pied arrêté ou un Reus qui part dans la profondeur. Donc voilà, le Reus buteur à 3,70 pour demain soir. Et si ça se passe bien, je ferai le fanfaron demain soir dans l'émission. Si ça se passe mal, vous pourrez me chambrer avec joie. Oui, à noter que je viens de finir l'article du Guardian de Barney Rooney sur le match Chelsea-Porto. Et je pense que j'ai même été gentil en disant qu'il ne s'est pas passé grand-chose, puisqu'il parle de nihilisme et de dire que pour qu'une chose soit oubliable, il faut qu'elle ait existé, et que celle-ci n'a pas vraiment existé. Donc voilà, visiblement c'était un match superbe. Vas-y, oui, Florent, t'allais dire quelque chose? Non, c'était Raphaël. C'était moi, mais Non, j'allais c'était dire, Raphaël. au bout d'un match aussi catastrophique, c'est marrant de voir qu'il y a un début de Delaney qui est marqué quand même. Au bout de rien, en fait, Oui, de voir tout. C'est un peu le Big Bang. c'est une vraie belle remarque, ça. Je conclus cet épisode en rappelant l'offre quand même de notre partenaire PMU, puisque nous sommes le 14 depuis quelques minutes ici, et il y a jusqu'au dimanche 18 avril une offre de 2 fois 10 € de free bet offert en plus de l'offre de bienvenue classique 200 €. Cette offre, je vous la rappelle, quand vous ouvrez un compte dans la partie code promotionnel, vous rentrez VDB en majuscule, les initiales, le sigle de Vue du banc, et donc vous aurez ces 2 fois 10 € de free bet pour pouvoir ou pas suivre les paris de Raphaël et peut-être être les premières personnes à gagner de l'argent grâce à Raphaël depuis un certain moment. Et du coup, le remercier. Moi, je sais que j'ai déjà fait gagner de l'argent aux gens, alors sans doute perdre aussi. Mais ça m'a toujours fait très plaisir, donc voilà. Florent, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on dit simplement à demain? Non, on peut dire à demain, ouais. Bah ça marche, rien de spécial à annoncer. Juste vous retrouver maintenant dans quelques heures pour débriefer les 2 derniers quarts de finale. Merci mes amis les compères, les tauliers, et on se retrouve demain. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.